J'ai aussi joué à un jeu que peut-être que des gens connaissent, ça s'appelle Dofus. Ouais, bah pareil, ouais. Ça a été ma plus grosse drogue de ma vie, ça. Moi aussi, c'était une des plus grosses drogues. Pareil, ouais. Dans Dofus, pour avoir des meilleurs équipements, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, soit justement tu travailles et tu fais des métiers, soit tu commences à faire du business, de l'achat-revente et tout. Et moi, je faisais de l'achat-revente. Ouais, t'as raison, ouais. En fait, t'as vraiment le parallèle métier ou entrepreneur. Exactement. Dans Dofus aussi, en fait. Mais c'était ça, en fait. C'était un réplique de la vie réelle, au final. On est parti à Porto pendant 1 mois et on s'est focus. On avait pris un coaching et puis là, ça a re-explosé. Et là, on a fait, en 2 mois, on a fait genre 300 000 euros sur plein de boutiques e-commerce. Et puis de là, ça s'est plus jamais arrêté. Salut Alex, rebonjour, on a déjà pas mal discuté avant, bienvenue dans ce podcast, merci d'avoir accepté mon invitation du coup dans le podcast. Donc on est ici justement donc dans mes bureaux, dans l'appartement justement où on bosse avec mes associés, etc. T'es déjà venu, je pense, une fois. On s'était fait justement un bon petit repas fromage avec justement mon associé Arthur et Charles avec qui travaille avec moi aussi. Et justement, vu que t'habites pas trop loin, je me suis dit viens, on va se faire un podcast, ça va être sympa. Nous, c'était vu la première fois. J'aime bien toujours expliquer comment j'ai rencontré les gens, etc. On s'est vu la toute première fois. Je pense que c'était à mon meet-up à Bruxelles, quand j'avais fait mon meet-up donc e-com Empire où j'avais rencontré les gens de la formation, etc. Et on s'était rencontrés là et on avait bien accroché. Et alors après, pour la petite anecdote, je pense qu'on était peut-être resté en contact vite fait sur WhatsApp, mais pas trop. Et puis un beau jour, je crois que c'était au mois d'août, en été, c'était pas cet été-ci, c'était l'année d'avant, donc c'était en 2021, je pense. J'avais été me poser à un bar à Bruxelles avec des potes. On avait commencé à prendre l'apéro, etc. Ensuite, on devait aller manger au Colonel, donc c'est un super restaurant bien justement à Bruxelles. Et là, je croise 2 mecs, donc je croise toi et ton pote. Et je me dis, putain, mais ces mecs-là, je les ai déjà vus, mais je savais plus d'où, tu vois, parce qu'il y avait, je crois, 2-3 ans qui étaient passés. Et alors là, ça m'a fait genre 30 secondes après, je me suis dit, ah ouais, punaise, c'est Martin et Alex. Et donc là, en fait, on s'est revus au restaurant. Après, voilà, on s'est assis à la même table, on a discuté. Finalement, après, on est toujours resté en contact. On va se faire des paddles de temps en temps, etc. Toi, t'as un parcours quand même assez atypique aussi. Je vais arrêter de parler de comment on s'est rencontrés. J'ai plutôt te laisser te parler de toi. Donc, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Yes, du coup, moi, c'est Alex, j'ai 24 ans. Ça fait maintenant, ce mois-ci, 3 ans que je suis dans le e-commerce. Donc, je fais du dropshipping. Et voilà, ça fait 3 ans que je fais que ça. Bon, il y a eu quelques hauts et bas, mais sinon, voilà, je fais ça. Et du coup, je suis entrepreneur depuis 3 ans. Et ça se passe bien. On a pu générer des millions et des millions avec le e-commerce. Et c'est vraiment un business model que j'adore et que je suis pas prêt d'arrêter pour l'instant, quoi. Ok, ouais, donc toi, t'as 24 ans aussi, comme moi. Ouais. T'as dit donc t'es de 98, donc 98 pour les Français. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer vraiment ton parcours quand t'as commencé, parce que t'étais à l'école aussi, comme moi. Comment t'as découvert le drop, comment tu t'es lancé là-dedans, c'est quoi vraiment les déclics, la motivation que t'as eu, est-ce que c'est né aussi d'une frustration, tu vois, comme moi, au début, si tu peux un petit peu expliquer tout ce passage-là, quoi. Écoute, ouais, c'est vraiment né d'une frustration, comme tu l'as dit. C'est, pour le background, mon papa est entrepreneur aussi, il était dans le vin, etc. Il a eu beaucoup de hauts et de bas. Et moi, depuis que je suis petit, je t'avoue que je suis, entre guillemets, accro à l'argent, tu vois. Vraiment en mode, j'ai toujours eu envie de gagner de l'argent, mais je savais pas trop comment faire. Et puis, évidemment, j'ai commencé des études comme tout le monde. Et pourquoi t'étais accro à l'argent, en fait Parce qu'en fait, si tu veux, quand j'étais plus jeune, mon papa avait réussi quand même à gagner un peu d'argent. Et du coup, j'ai toujours baigné un peu dans ce luxe, entre guillemets, mais pas hyper luxe, hein, mais vraiment, tu vois, aisé, etc. Et je sais pas, c'est quelque chose que j'aimais et que je m'étais habitué. Et voilà, je voyais aussi j'aimais beaucoup les grosses voitures aussi. Quand tu demandes à ma maman, quand j'étais petit, elle m'a raconté une anecdote, c'était marrant. Elle me disait, oui, à chaque fois qu'il y a une voiture qui passait, tu disais, ah, ça c'est une Mercedes, ah, ça c'est une BM, alors que j'avais genre, je sais pas, 5 ans, tu vois. Et ça a toujours été comme ça, je sais pas pourquoi. Et toi, ton père, il roulait en grosse voiture à l'époque? À l'époque, pour l'époque, c'était pas mal, hein. Genre, il avait, je crois que quand il avait 25-26 ans, il avait acheté sa première Audi décapotable ou Mercedes décapotable, mais à l'époque, c'était super bien. Et puis, il a alterné comme ça, justement, après, il a changé avec une des deux. Et puis après, il a passé sur une autre voiture. Et puis après, il a eu une Touareg, puis il a eu une Range Rover. Et tu vois, c'est monté crescendo comme ça. Et puis après, avec les dernières années, c'était un peu plus compliqué. Mais il a toujours réussi à bien rebondir, etc. Et ça, en vrai, ça m'a quand même inspiré, il faut dire, de voir tes parents qui se débrouillent. Et surtout que mes parents, pour la petite parenthèse, c'est des gens qui viennent de milieux hyper modestes, tu vois. Mon papa, il vient du Maroc.
il n'était pas pauvre, mais il n'était pas riche. Il était vraiment classe moyenne au Maroc. Pour te dire, le salaire moyen au Maroc, c'est 200-300 euros, tu vois. Donc, c'est vraiment... il vient vraiment de la classe hyper moyenne. Et puis, il est venu étudier en Belgique. Et c'est là, il s'est démerdé quand il était jeune. Enfin, débrouillé, entre guillemets. Donc c'est inspirant pour toi de voir ça aussi. C'est ça. Et il est vraiment parti de zéro. Il me racontait que quand ils étaient plus jeunes, qu'ils se sont rencontrés avec ma mère, quand ils avaient 22 ans, ils habitaient dans un tout petit appart, ils dormaient sur leur veste, tu vois, vraiment. Et mon père faisait la plonge le soir, c'était vraiment galère, tu vois. Et donc il est monté comme ça crescendo parce qu'il a eu des opportunités, des contacts, et il a réussi. Enfin, c'est un beau parleur aussi, donc il a réussi à se débrouiller comme ça. Et crescendo, il est monté, et voilà. Et c'est quand même assez inspirant. Et du coup, c'est de là où est venue ma motivation entre guillemets pour l'entrepreneuriat. Et je me rappelle aussi quand j'étais en dernière année de l'école, donc en réto, donc l'année du bac pour les Français, tu avais des intervenants qui venaient à l'école et qui disaient « Ouais, mais vous voulez faire quoi plus tard ?» Moi, je disais tout le temps « Ouais, je veux être entrepreneur. » Donc tu le disais déjà à ce moment-là, en fait. Mais bon, j'avais 17-18 ans. Et les gens rigolaient un peu, ils disaient « Oui, mais ça veut dire quoi, entrepreneur ? Entrepreneur de quoi ? Vous voulez créer quoi ?» Tu vois. J'étais en mode « Je sais pas, mais je veux juste être entrepreneur, tu vois. » Parce que j'entendais toujours « Entrepreneur, c'est ce qui gagne de l'argent, c'est ce qui te fait ramener de l'argent. » Et du coup, de là est venue aussi un peu notre addiction. Et je me rappelle encore une fois, avec un de mes meilleurs potes, lui, il me disait toujours « Moi, je vais être chirurgien esthétique. » Parce que chirurgien esthétique, c'est connu, c'est ce qui te ramène beaucoup, tu vois. Et du coup, de là est venue l'envie. Et puis, comment j'ai découvert le e-commerce, c'est en regardant sur Internet, comme tout le monde, je pense, tu cherchais un moyen de gagner de l'argent en ligne. Et à cette époque-là, c'était quoi, 2017, 2018 ? J'ai découvert ça. C'était vraiment avant que ça commence à bien marcher. Et j'ai commencé à essayer un peu à droite à gauche, mais je n'étais pas du tout régulier. Pendant 2 ans, depuis 2017 à 2019, je n'étais pas du tout régulier. Je faisais un peu à droite à gauche, puis après je faisais rien pendant 6 mois. Et puis, comme on en a déjà parlé dans une ancienne vidéo, en 2019, j'ai eu ce déclic parce qu'il me restait 1 000 € sur mon compte, je pense. Et je me suis dit, bon, là, soit tu te mets à fond, soit tes derniers euros, tu essaies de faire quelque chose avec, et si ça marche pas, tant pis, tu passes à autre chose et tu restes focus sur tes études, tu vois. Et du coup, je me suis vraiment mis à fond. Je revenais d'un voyage avec des potes, et là, j'ai eu de la chance, mais bon, c'est de la chance qui a été provoquée quand même. Et ça a commencé à marcher. Je me rappelle, je vendais genre des trucs pour de la boxe sur le marché américain. C'était en quelle année là, du coup ? Fin 2019. Ok, ouais. Et là, c'était quand on s'était rencontrés juste après Meetup et que j'avais dit « Ouais, regarde Lucas, j'ai fait, je me souviens, j'avais fait genre, je sais pas, $40 000 en 15 jours. » J'étais comme un fou, j'avais gagné genre 15 000 €, tu vois, en 15 jours. J'étais en mode « What the fuck ?» Et du coup, de là, c'est là où il y a eu le déclic. Je me suis dit « Putain, mais c'est incroyable ce truc. » Et puis de là, c'est monté petit à petit. Puis après, il y a eu le Covid. Et en mars, là, c'est là où ça a explosé. Mars 2020, mars-avril 2020, c'est là où ça a explosé. C'était juste après justement les Meetup qu'il y a eu le Covid qui est arrivé, tout ça. C'est ça. Et puis après, juste à ce moment-là, vers le Covid, je me rappelle, là, j'avais lancé un truc de soutien-gorge. Et j'ai réussi à en faire une marque, justement. Et genre, j'avais fait en 3 mois, je crois, 200 000 € de chiffre d'affaires. Et avec un bénéfice qui était quand même super bien. Je crois que c'était 30%, tu vois, c'était vraiment super bien. Et puis après, j'ai revendu le site en plus en mode marque. Je crois que j'avais revendu pour presque 30K. Et là, ça a commencé, tu vois. Là, je me suis dit, oh putain, incroyable. C'est dingue, Et puis après, là, en plus, j'avais rencontré... Ce qui était marrant, c'est que j'ai rencontré ma copine au moment où ça a commencé à marcher pour moi dans le business. Donc fin 2019, décembre 2019. Et je suis avec elle depuis ça. Et du coup, elle a connu mon ascension, entre guillemets. Et je lui en ai fait profiter aussi. Et on a commencé à voyager de plus en plus. Et puis voilà. Et depuis, je fais que ça, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que justement, les relations, je sais, couple, quand tu es jeune et que tu gagnes de l'argent, c'est vraiment une question que tous les entrepreneurs se posent, quoi. Tu vois, moi, quand j'en vois, etc., c'est toujours une question qui revient sur la table et les gens savent pas trop quoi faire, etc. Et toi, justement, donc, tu l'as connu donc, vraiment au moment où tu commençais à aller sur le tremplin, quoi. Tu étais au début. Et justement, c'est intéressant d'en parler, mais est-ce qu'elle a vu ça, que tu commençais à gagner de l'argent, mais justement, elle l'a pas su tout de suite, elle l'a su par après, tu vois, parce qu'il y en a qui se disent, ouais, j'ai pas envie que ma copine, tu vois, sache que je gagne de l'argent parce qu'elle pourrait être seulement avec moi pour ça, etc. Tu vois, comment tu as vécu ça, toi, au début ? Écoute, c'était quand même assez simple, entre guillemets, parce que si tu veux, elle vient d'une bonne famille et c'est pas du tout le genre de fille qui est là pour l'argent, tu vois. Elle a toujours baigné elle a toujours été très aisée et très, très tranquille par rapport à ça. Et du coup, elle a suivi justement
quand je gagnais au fur et à mesure, tu vois. Et donc, je me rappelle, enfin, j'ai encore cette image parce que si tu veux, au moment où il y a eu le Covid, on a dû garder la maison d'amis à elle. Et donc, on a gardé cette maison pendant 3 mois. Et c'est là où ça a explosé. Donc, j'étais dans cette maison et chaque jour, je lui disais, putain, aujourd'hui, j'ai gagné 200 balles. Aujourd'hui, j'ai gagné 500 balles. Aujourd'hui, j'ai gagné 700 balles. Et elle disait, putain, c'est incroyable, etc. Et genre, on était à deux à être excités, tu vois. Ouais. Donc, on était excités à deux. Ouais, je vois. Et maintenant, enfin, entre-temps, on a fait des journées à plusieurs milliers d'euros de bénéfices. Et elle est devenue comme moi un peu blasée. J'aime pas dire ce mot parce que c'est un peu, je veux dire, arrogant, mais tu vois, quand tu fais ça depuis un petit temps, tu deviens un peu plus blasé de ça. Et c'est clair. C'est la routine. Tu peux pas dire le contraire. Moi, c'est pareil aussi, tu vois. Ouais. Quand tu vois les chiffres qui rentrent tout le temps, il y a un moment, ils peuvent continuer à rentrer, même comme au début, quand tu les voyais, t'étais tout feu, tu flamme, qu'à la fin, c'est genre normal, quoi, tu vois. Parce que, mais c'est comme tu dis, c'est l'humain qui s'habitue trop à tout, en fait. C'est comme ça et tu peux rien y faire, je pense. Mais du coup, elle a voulu aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, etc. avec toi. Désolé de te poser des questions sur ton couple, mais c'est intéressant justement de comprendre ça. Non, mais d'office, moi, je suis hyper ouvert à ça. Et non, justement, parce qu'elle était toujours dans ses études. Mais par contre, un truc depuis qu'elle est avec moi, qu'elle a, c'est vrai que ça lui a beaucoup plus ouvert son état d'esprit sur plein de choses. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez ouvert d'esprit sur plein de choses. Et maintenant que l'entrepreneuriat, tu as vu, ça t'aide à vraiment penser de différentes façons et tout le temps te remettre en question, surtout. Ouais. Et justement, avec elle, elle s'est rendue compte des opportunités qu'il y a dans la vie et que t'es pas limité à faire juste des études et à faire juste ça et juste être contraint à respecter des règles. Et c'est marrant parce que je la vois encore maintenant évoluer par rapport à ce mindset. Et elle est pas dans l'entrepreneuriat, elle fait ses études, elle avait fait prof d'école. Et puis ça lui a pas du tout plu, même si elle a terminé, elle a eu son diplôme. Et puis maintenant, elle fait logopédie, donc orthophoniste en France. Et là, elle va terminer cette année, mais même maintenant, elle m'a dit, je sais pas si j'ai envie de faire ça. Tu vois, après, tu m'étonnes, ouais. Je comprends quand t'as une personne qui est avec une autre et qu'elle voit justement les possibilités, en fait, qu'il n'y a pas vraiment de limite et que tu peux faire finalement ce que tu veux dans la vie, il suffit de le provoquer, il suffit entre guillemets. C'est vrai que quand t'as un diplôme et que tu commences ton boulot, tu te dis, punaise, est-ce que je vais vraiment faire ça pendant 40 ans, tu vois? Déjà, la plupart des jeunes se posent la question, je pense, aujourd'hui, parce que la société a changé par rapport à avant. Avant, tu commençais ton boulot, tu savais pendant 40 ans, t'étais parti, après on se revoit à la retraite, tu vois? Que maintenant, déjà, les jeunes ont une mentalité différente, mais alors si t'es avec quelqu'un qui en plus est entrepreneur et tout, je crois que dans la tête des gens, tu sais, si t'es un minimum intelligent, tu te poses des questions et tu te dis, ouais, il y a moyen d'avoir des autres possibilités dans ma vie, quoi, tu vois? Ça fait cogiter, surtout que je me rappelle, ça c'est un truc encore marrant, mais j'ai tellement d'histoires comme ça où la dernière fois, j'avais un pote qui est venu parce que je travaille avec lui et il est venu à la maison et genre on faisait un truc sur le biz, mais on rigolait beaucoup, tu vois. Et genre du coup, elle était là parce qu'elle avait pas cours ce jour-là et elle nous voyait, on rigolait, mais en même temps on travaillait. Et genre du coup, elle se disait, après elle m'a dit quand mon pote est parti, elle dit mais putain, ça donne tellement envie. Genre on vous voit, on n'a pas l'impression que vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Et vous êtes là à rigoler, et à troller, et à faire plein de blagues, etc. Et ça lui donne envie. Et évidemment, comme tu dis, quand t'es avec quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, tu peux pas ne pas avoir envie, surtout que... À fond. Tu t'imagines la personne, je parle pas de ma copine, je parle des gens en général, t'imagines la personne, elle dit, je fais un diplôme de fou, et après ça, je vais sortir, je vais gagner 2000 euros, et si t'es chanceux, 2500 euros par mois, et t'es avec une personne qui est là, qui a une vie super chill et qui gagne plus des dizaines de milliers d'euros par mois, tu vois, tu dois devenir fou. Moi c'est ce que je dis, et même aujourd'hui, je me dis, putain, mais comment les gens, ils deviennent pas fous en voyant des gens comme nous qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois. Mais les gens, ils pensent juste que c'est pas vrai, tu vois, parce qu'ils disent que c'est pas réaliste, mais c'est réaliste. Et justement, il y a des gens, qui gagnent 30 à 100 fois plus que nous par mois, quand tu vois les Andrew Tate et tout ça, qui sont... c'est surréaliste, c'est des montants surréalistes, mais comme tu dis, tu t'y fais et après, voilà. Ouais, non, c'est clair. Et comment je pense que, comme tu dis, le fait de voir ça peut faire que te motiver à changer aussi, quoi, tu vois. Moi, je le vois aussi dans mon travail. Par exemple, ici, tu vois, je fais souvent des réunions, par exemple, avec Arthur et Maxime, tu vois, les vendredis, etc. Mais tu vois, on va faire la réunion, on va être très sérieux, mais après, on va vite rigoler, etc. Puis après, tu vas aller te faire un paddle, mais c'est vrai que dans une vie normale, de travail normal, tu peux pas faire ça, tu vois, c'est tout le temps, tu sais, les gens dans leur tête, ils ont bureau, et quand c'est bureau, quoi, tu vois, tu déconnes pas, si tu bois ton café toute la journée, à 16h, t'as fini, t'en peux plus, tu vois, que ici, c'est vrai que quand t'es entrepreneur, il faut le dire, c'est pas que de la détente et du chill, ça, c'est l'image qu'on peut envoyer aux gens, c'est beaucoup de stress, beaucoup de sacrifices, mais à côté de ça, justement, tu peux profiter justement de moments comme ça, plus cool dans ton boulot avec les gens avec qui tu travailles, quoi. Mais pour revenir justement sur ton parcours, donc tu me disais, donc, voilà, donc t'avais vraiment
vraiment explosé quand c'était vu justement à mon meet-up, donc fin 2019 ou début 2020, je sais plus. Fin 2019. Fin 2019, ouais. Et moi, je me demandais, tu me disais que tu avais toujours été attiré par l'argent, etc. Et moi, c'est vrai que je peux pas dire que j'étais vraiment, enfin si, peut-être attiré par l'argent, mais j'ai toujours voulu en fait vendre des choses. En fait, moi, c'était vraiment la vente. J'avais l'impression qui m'attirait depuis que j'étais tout petit. Et par exemple, tu vois, moi, quand j'étais petit, la première chose que j'ai vendue, je dessinais, enfin, j'imprimais des feuilles, c'était des feuilles avec des dessins des personnages de Dragon Ball, tu vois, qui étaient en noir et blanc. Je les coloriais, je les vendais à ma grand-mère et à mes parents. Tu vois, ils me donnaient 1 euro, 2 euros, et j'étais content, je gagnais de l'argent comme ça. Je crois que j'avais genre 6-7 ans, tu vois. Puis après, ce que j'ai fait, c'est qu'à la cour de récré, vers la fin de mes primaires, donc quand j'avais 11 ans, je pense, j'avais acheté des ballons, tu vois, dans les magasins, et je mettais de la farine dedans, je faisais un nœud, ça faisait un anti-stress, et je les vendais à mes potes, tu vois. Et ça avait été le best-seller en fait de la cour de récré, et je les vendais genre 50 cents, et il y avait tout le monde qui les avait achetés, donc tout le monde de la cour de récré avait ça. Genre les profs ils devenaient fous, tu vois, ils disaient mais putain ça sort d'où? Et puis il y a un gars qui avait été dire à la prof que c'était moi qui vendais, et genre je m'étais pris une putain de punition parce que tu peux pas vendre des trucs à la cour de récré, tu vois. Et donc moi je sais qu'avant inconsciemment je voulais lancer des trucs, vendre des trucs et ça parce que ça m'animait. Du coup moi je me demandais, est-ce que toi t'as eu ça aussi, ou bien t'as vraiment commencé avec le drop, ou bien est-ce qu'avant tu avais déjà essayé de faire quelques trucs par toi-même, mais rien à voir avec le drop? Ben si, justement, moi c'était exactement la même chose. Si tu veux, pour prendre l'exemple de vendre des choses, moi je me rappelle, ce que je faisais à chaque fois, c'est que je rassemblais mes jouets que j'utilisais plus quand j'étais petit, et on faisait des brocantes et je les vendais, tu vois. Et ça en plus, on faisait ça, et j'avais fait ça aussi avec mon cousin au Danemark. On avait rassemblé tout ce qu'il avait, et on s'était mis devant chez lui. C'était même pas une brocante, hein, c'était juste, on avait fait une sorte de vide garage, et on faisait souvent ça, tu vois. Et un truc aussi c'est là où j'ai compris que j'étais, je veux dire, vraiment accro à l'entrepreneuriat, c'était le fait de... Enfin, je sais pas si tu as joué à ça, mais genre, tu vois, tout ce qui est FIFA, etc., les jeux vidéo. Et en fait, moi, si tu veux, dans les jeux vidéo, j'ai aussi joué à un jeu que peut-être que des gens connaissent, ça s'appelle Dofus. Ouais, bah pareil, ouais. Ça a été vraiment ma plus grosse drogue de ma vie, ça. Moi aussi, c'était une des plus grosses drogues. Hein, pareil, ouais. Et du coup, en fait, dans ces jeux-là, pour évoluer, il faut avoir de l'argent. Et donc, par exemple, dans FIFA, pour acheter des gros joueurs, il faut avoir de l'argent. Dans Dofus, pour avoir des meilleurs équipements, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, soit justement, tu travailles et tu fais des métiers, ou tu fais par exemple, dans Dofus, tu dois avoir des métiers et tu gagnes de l'argent, mais ça va super lentement. Soit tu commences à faire du business, de l'achat-revente et tout. Et moi, je faisais de l'achat-revente. Ouais, t'as raison. Ouais, en fait, t'as vraiment le parallèle métier ou entrepreneur. Exactement. Dans Dofus aussi, en fait. Mais c'était ça, en fait. C'était un réplique de la vie réelle, au final. Et pareil, avec FIFA, je me rappelle encore, on était avec un pote, on jouait tous les deux à FIFA, et genre, on avait découvert une technique qui s'appelait la tech avion. La tech avion de l'achat-revente, ouais, je l'ai fait aussi, ouais. Et tu donnais une carte attribut au joueur, forme 99 et tout ça, et tu la revendais. C'est ça, et tu revendais plus cher. Et on avait fait ça, et c'était monté de plus en plus, enfin, l'échelle était de plus en plus grosse, tu vois. Et à la fin, mec, on était là, on avait blindé d'argent à deux. Et du coup, on s'était dit, OK, on va acheter. Il y en a un qui va acheter Ronaldo, l'autre qui va acheter Messi. On faisait des matchs comme ça entre nous. Et genre, je pense que c'est venu aussi un peu de là, du fait que même dans les jeux vidéo, j'avais envie d'être aisé, le meilleur, en fait, tu vois. C'est ouf parce que tu vois, par exemple, moi, Dofus, c'est vraiment le premier jeu auquel j'ai commencé aussi. Et ça a été une dinguerie parce que, genre, même là, tu vois, je faisais sans aller à l'école, tu vois, pour jouer au jeu, tu vois, parce que, en fait, c'était comme si tu avais une autre vie parallèle. Et en fait, tu avançais dans ta vie, mais notre vie à ce moment-là n'avait pas vraiment de sens parce que tu étais à l'école. Et donc, la vie qui avait le plus de sens, c'était Dofus. Et si tu jouais pas, tu pouvais pas évoluer, en fait. Et tous tes potes allaient te passer devant. Et donc, tu étais obligé. Et ce qui était bien, c'est que tu avais du niveau 0 au niveau 200. Et donc, c'était un petit peu comme si tu évoluais ton personnage. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on a fait dans Dofus, c'est on le fait dans notre vie à nous. En fait, on a notre personnage à nous et on veut le faire évoluer aussi le plus haut possible, quoi. Mais ouais, c'est ouf que tu as joué à ce jeu-là. Et alors, FIFA, pareil. FIFA, la tech avion. D'ailleurs, moi, je jouais même, je crois que à la fin de l'année, tu vois, tu vois le nombre de victoires que tu as, le nombre de matchs nuls et le nombre de défaites. Et je pense qu'à la fin de l'année, j'avais même pas joué 50 matchs, quoi, tu vois, alors que mes potes, ils en avaient joué 600, quoi. Et moi, c'était juste parce que je voulais faire de l'argent. Et à la fin de l'année, j'avais full point FIFA sur mon compte. J'avais plus de 10 millions ou 15 millions, je sais plus. Mais en fait, ils me servaient à rien parce que, voilà, c'était de l'argent virtuel, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, mais c'est, comme tu dis, c'est un peu un réplique de la vie réelle, et surtout avec Dofus. Moi aussi, c'était une de mes plus grosses drogues. Hein. J'étais drogué à ce jeu quand j'allais à l'école. Je me disais. T'étais abonné du coup? Ouais, j'étais abonné. Ouais. Mais j'avais genre 3-4 personnes niveau 150. Donc j'étais vraiment high level. Et du coup, j'allais à l'école. J'étais pas concentré sur l'école et je pensais qu'à ça. Tu vois, je me disais, faut que je rentre, faut que je fasse comme ça pour gagner X argent. Et du coup, je me rappelle, j'étais tellement accro et même mes parents, ils rageaient. Et du coup, ils m'avaient confisqué mon ordinateur. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'allais sur l'ordinateur de ma mère et je retéléchargeais le jeu. Et comme ça, je pouvais rejouer. Et quand elle venait dans la pièce et qu'elle me voyait jouer, j'essayais vite de fermer l'écran pour pas qu'elle voie. Mais c'est incroyable. Tout ça pour dire que ouais, c'est vrai que
ça a toujours été comme ça. Et comme je te dis, même les brocantes, j'étais aussi, quand j'étais petit, j'adorais la magie aussi. Pareil, putain, mais c'est abusé. Moi j'ai fait de la magie pendant 3-4 ans aussi. J'étais accro, quoi. Mais tu vois, au final, je sais pas si c'est des trucs qui se rejoignent, mais moi j'ai fait de la magie. Genre, je me filmais parce que à l'époque, il y avait un truc sur YouTube où les gens se filmaient et apprenaient les tours de magie avec les cartes. Moi aussi, ouais. Moi, j'ai supprimé la chaîne, moi, elle existe plus. Moi, j'ai jamais fait de chaîne, mais j'avais genre les anciens téléphones où je me filmais. J'ai genre des dizaines de vidéos où je me filmais en train de faire des tours de magie, où j'en étais devant le miroir, essayer de faire des trucs avec les mains et tout ça, avec les cartes. Et je me rappelle, encore une fois, ça rejoint l'entrepreneuriat, c'est que on était avec mon cousin, on faisait ça, et on disait à ma famille, ok, aujourd'hui on va faire un petit show pour vous, vous devez nous payer X, et donc ils nous donnaient je sais pas, 2 euros pour venir voir le show, ils étaient genre 5, et voilà, on leur faisait le tour de magie, tu vois. Et c'est incroyable, pareil, et d'ailleurs la magie, moi je me souviens quand j'avais... je devais avoir, je sais pas, c'était entre mes 13 ans et peut-être 16 ans, tu vois, vraiment juste avant que je commence l'entrepreneuriat et après la période d'Office, plutôt, plus ou moins, je pense. Et moi, ça m'avait coûté un bras, quoi, tu vois. Parce que la magie, ça coûte très très cher. Et genre, tu veux acheter un tour qui est tout fait, tu vois, ça te coûte entre 50 et 200 balles, quoi. Et je me souviens que moi, je l'ai encore, d'ailleurs, je crois que c'est chez mes parents, vraiment une caisse où j'ai vraiment tous mes tours de magie, je les ai jamais vendus. Donc j'investissais, mais derrière, ça te rapporte rien, quoi, tu vois. Et moi, je me souviens qu'à ce moment-là, pour petite anecdote, j'étais tellement... Enfin, je sentais que j'étais chaud en magie, tu vois, parce que je montrais à mes parents et tout, mais j'étais hyper timide. Et il y avait une grosse fête, je sais plus, c'était genre une soirée privée, etc. Et genre, le mec de la soirée privée m'avait demandé d'aller faire des tours de magie, il me payait genre 500 balles pour la soirée, tu vois, mais c'était énorme. Et genre, j'avais tellement eu peur que j'avais refusé, quoi, tu vois. Alors que j'aurais peut-être pu commencer ma carrière de magicien, quoi, tu vois. Mais j'avais eu tellement peur à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, genre, c'est le genre d'opportunité, tu vois, que je réfléchis même plus, tu fonces, quoi, tu vois, des trucs comme ça, parce que tu vas rencontrer des gens et tout. Mais j'avais eu trop peur, donc j'avais pas fait. Et après, c'est l'entrepreneuriat, tu vois, qui m'a permis justement de me libérer, de rencontrer des gens, etc. Mais c'est intéressant, de voir justement les points communs qu'on a, parce que je crois que c'était le premier entrepreneur qui a vraiment joué à Dofus, FIFA, et qui a fait de la magie, parce que il y en a toujours un des trois, mais les trois d'un coup, ça c'est... Surtout que c'est dans le même ordre, hein, parce que moi aussi, la magie, c'était exactement vers mes 12 ans, 13 ans. Et aussi, ça me permettait de m'isoler, parce que c'est un truc un peu genre, tu dois montrer aux gens, mais tu vois, tu t'entraînes tout seul, etc., avec les cartes. Et moi, j'adorais en plus jouer avec les cartes, etc. Et je me rappelle, mes parents, en fait, la magie, c'est venu à cause de quoi? Parce que mon père, il me faisait des tours de magie, et il disait, putain, c'est trop stylé les tours de magie. Et du coup, j'ai commencé à apprendre les tours de magie. Et puis, quand mes parents me disaient, ce que tu veux faire quoi plus tard, je disais, j'ai envie d'être comme David Copperfield, faire plein de tours de magie, tu vois. Et je me rappelle, il y avait aussi un magicien, je sais pas si tu le connais, c'était un mec un peu gore, je sais plus, je crois qu'il s'appelait Angèle ou quelque chose comme ça. Ouais, qui passait sur MTV et tout. Et genre, il faisait des trucs dans sa peau et tout, et je trouve ça trop stylé. Je me disais, comment il fait ce mec? Genre, il marchait sur l'eau et tout. Je me souviens. Ça doit être stylé. C'était incroyable. Je me disais, putain, j'aimerais bien faire ça. Après, je me disais, ouais, mais je sais pas si ça. C'est un métier un peu spécial, c'est encore plus spécial que l'entrepreneuriat. Dire que t'es magicien, c'est très spécial. Il y a beaucoup de magiciens qui gagnent vraiment bien leur vie. Enfin, j'imagine. Mais maintenant, avec les réseaux, à mon avis, tu vois, si tu fais des chaînes YouTube et tout, ça peut être quand même cool. Mais ouais, c'est. Du coup, c'est un peu comme ça. Ouais, c'est ça. C'est intéressant de savoir justement ce que t'avais fait avant, justement, les projets que t'avais fait. Donc, ça se voit que voilà, t'étais pas comme tout le monde, juste à jouer aux jeux vidéo. À PlayStation, t'étais déjà dans le mood de tu veux créer quelque chose, tu veux t'améliorer, etc. Et je pense que ça, c'est un petit peu des points communs qu'on retrouve chez tous les entrepreneurs de différentes manières, mais ça se ressent et ça se voit justement dans leur parcours, quoi. Et donc voilà, donc après le dropshipping est arrivé, t'as fait, donc tu m'as dit 40K le premier mois, puis après t'as fait 200K, t'as vendu une marque 30K. Et là, en fait, c'est quoi ta relation que t'as eu justement par rapport à l'argent au début, je veux dire, de tes 0 à 500 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Comment t'as perçu ça? Parce que moi, je me souviens qu'au début, je me rendais vraiment pas compte, quoi, tu vois. Je voyais l'argent sur mon dashboard Shopify, mais je voyais vraiment plus ça de nouveau comme un jeu vidéo, de me dire yes, tu vois, je gagne de l'argent, je suis super content, mais je pensais même pas, tu vois, comment je vais le dépenser ou comment je vais l'investir. C'est je vais essayer d'en faire juste plus, tu vois, comme si je montais mon personnage de niveau de nouveau. Donc toi, comment t'as vu ça au début? Est-ce que t'as flambé, etc. Comment t'as géré ça? Je t'avoue qu'il y a eu plusieurs phases. En fait, la toute première phase, là où on s'était rencontrés, j'avais gagné 15 000 euros en, je sais pas moi, 20 jours. Et là, j'étais comme un fou. Je me disais, putain, mais je suis Bill Gates, je suis là, je suis l'homme le plus, je suis Crésus, tu vois. Tu te prenais pour Crésus. J'ai été m'acheter un nouveau téléphone. Enfin, c'était 1 000 euros. Je m'étais acheté genre 2-3 habits. J'avais dépensé 2 000 euros. Mais après, je me suis dit, ah, mais en fait, ça change rien. Tu vois, je me suis dit, ah, mais ça change rien. Et puis à ce moment-là, j'avais aussi revendu ce site pour une petite dizaine de milliers d'euros. Et là, à ce moment-là, j'avais 20-25 000 euros sur mon compte. Et je voyais que ça a diminué un petit peu. Je me dis, bizarre. Et puis après ça, donc, j'ai eu le gros site. Et c'était un peu comme toi, en fait. J'ai commencé à avoir de l'argent. Mais en fait, je me disais, vu que moi, j'ai toujours eu des grosses ambitions, tu vois. Mon but, c'était jamais
de gagner 5-10 000 euros par mois, c'est toujours des montants astronomiques. Et d'ailleurs, quand j'en parlais aux gens, ils me disaient, mais t'es un malade, toi, tu vois. Et du coup, quand je voyais l'argent sur mon compte, je dis, ouais, ok. Je suis pas quelqu'un de très flambeur, enfin, je vais au resto de temps en temps, etc. Mais je suis pas du genre à claquer tous les jours. Et du coup, comme tu as dit, c'était juste des chiffres au final. Et au final, tu veux juste grossir ce chiffre. Et ouais, voilà quoi. Il n'y a jamais eu cette relation malsaine avec l'argent où tu dis ah j'ai X, je dois dépenser, tu vois. J'ai jamais eu cette relation. Je pense peut-être que ça vient du fait que j'ai jamais eu vraiment de difficultés avant. Enfin, je vais pas me cacher que j'ai toujours eu une vie très bien, tu vois. Je peux pas m'en plaindre. Mes parents vraiment ont pris soin de nous. Enfin, mon éducation et tout, c'est super bien passé. Donc, je peux pas m'en plaindre. Et je crois que ça vient aussi de ça, le fait que j'arrive à contrôler un peu mes pulsions. Mais par contre, je t'avoue que c'est vrai que des fois, je pète une case et que je me dis, ok, j'ai envie de dépenser. Enfin, j'ai envie de dépenser, tu vois. Je pense que ça, c'est comme tout le monde, tu vois. Ça n'existe pas. Enfin, peut-être que oui, t'as des exceptions, pardon, comme dans tout. Genre, un entrepreneur qui va tout garder, tu vois, pour lui, ça n'existe pas. Moi, enfin, c'est comme tout le monde. Moi aussi, il y a des fois, tu vois, t'es dans une période où t'as envie de dépenser, t'as envie de te faire plaisir, tu le fais. Mais je pense que justement, le fait de pouvoir gagner beaucoup d'argent et des grosses sommes, ça vient du fait de pas avoir de relation malsaine avec l'argent, comme tu disais. Parce que tu le vois dans notre société, t'as des gens qui disent, ah, mais regarde, lui, c'est un riche, etc. Tu vois, c'est un, tu sais, ils qualifient un petit peu les riches de mauvaises personnes. Et pourtant, ces personnes-là qui disent ça veulent aussi avoir plus d'argent dans leur vie, tu vois. Mais donc, c'est vraiment contradictoire. Et quand pour toi, l'argent est quelque chose de mal et que ça représente le mal, tu peux pas gagner plus, en fait, tu vois, parce que t'as déjà un blocage psychologique inconscient, en fait. Et quand t'as plus ce blocage psychologique-là et que pour toi, tous les riches ne sont pas mauvais, mais qu'au contraire, c'est peut-être des personnes, tu vois, qui, tu te dis, elle est peut-être partie de zéro, tu vois, et tout ça, tu acceptes beaucoup plus facilement l'argent et tu vas le gagner plus facilement aussi. Et moi, je me souviens que quand j'étais petit, dans mon entourage, il y en avait beaucoup qui prenaient l'argent comme le mal incarné, comme le diable, quoi. Tu vois, t'as de l'argent, c'est mauvais parce que ici en Belgique, en France, l'argent est vraiment hyper mal vu dans les médias mainstream et tout. Et moi, j'ai toujours eu la mentalité opposée. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai réussi à avoir des sommes d'argent relativement importantes pour moi qui sont arrivées rapidement sur mon compte bancaire, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de blocage et tout se fait naturellement. Et je pense que les blocages dans ta tête, c'est incroyable, mais ça peut paraître bête, mais c'est vraiment comme des barrières. Et dès que t'as une barrière qui pète, genre les moutons passent, quoi, tu vois. C'est ça. Et dès que t'arrives c'est vraiment ton inconscient qui arrive à casser des barrières. Après, il y a tout qui peut s'ouvrir et tu peux gagner des sommes d'argent très, très grosses, en fait, rapidement. Et tout part de ton cerveau, en fait. Et justement, par rapport à ça aussi, c'est un truc, c'est vrai que ça, comme on en parlait avant, ça peut paraître un peu arrogant, insolent, tout ce que tu veux, mais quand tu te détaches de l'argent et que c'est une question de jeu, entre guillemets, attends, qu'est-ce que je voulais dire que l'argent rentre plus facilement parce que c'est plus malsain. Oui, c'est ça. Ouais, mais je veux dire, t'accordes plus la même importance et du coup, tu peux gagner beaucoup d'argent en peu de temps et t'as pas besoin comment dire. Enfin, moi, par exemple, ce que j'avais, c'est que depuis toujours, je me suis dit, ouais, mais moi, je suis déjà millionnaire en fait. Et donc, quand tu as cet argent sur ton compte, ça te change rien, tu vois, parce que c'est en mode, tu t'es déjà visionné, tu as eu cette vision de toi qui va avoir ça et que tu vas être comme ça et comme ça. Et au final, quand tu l'as, tu dis, ah, mais voilà, ça change exact, rien. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. C'est genre, je me visionnais quand j'allais avoir ce montant-là, ce montant-là, ce montant-là. Ouais. Évidemment, après, tu as des trucs qui changent quand tu arrives à ce moment-là, tu vois. Toi, tu dis, ah, peut-être que les gens, ils vont me faire un petit plaisir. Mais c'est ce qui fait te détacher de l'argent. À fond, ouais. Et pareil. Et moi, la vision, justement. Alors, moi, en fait, je fais pas des exercices de visualisation. Moi, je vais me mettre devant le miroir et je vais dire 150 fois, je suis millionnaire et ça. Il y en a qui le font et pour qui ça marche vraiment. J'ai déjà entendu, tu vois. Moi, j'ai même jamais essayé, donc je peux pas dire si ça marche, si ça marche pas. Mais bizarrement, genre, dans mon inconscient, c'est pas moi qui le provoque, mais c'est des images qui viennent comme ça et je pense que je le provoque indirectement. C'est, tu vois, par exemple, au tout début, quand je me suis lancé, je me visualisais avec une voiture, tu vois, puis avec 2 voitures, puis je me visualisais dans des beaux endroits, style Dubaï, tu vois, Marbella. Je me voyais acheter un appartement justement en Espagne et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression vraiment le fait d'avoir vraiment mis ça dans ma tête, mais c'était obligé que ça se passe en fait, tu vois. Et j'ai lu un livre, ça s'appelle Le pouvoir du subconscient. Je pense qu'il s'appelle comme ça, si je dis pas de bêtises.
Et c'est incroyable en fait parce que ils expliquent vraiment que le subconscient c'est ce que t'as de plus fort en fait en toi, et que si tu arrives à visualiser des choses, et en fait ton subconscient va vraiment comment dire les prendre et les mettre dans ton cerveau en mode ils sont déjà là, quoi, tu vois. Si tu te visualises avec une Ferrari avec 1 million sur ton compte, ben ton cerveau tu les as déjà en fait, et donc c'est beaucoup plus facile de l'atteindre. Et je me souviens que moi j'avais visualisé aussi d'avoir 1 million sur mon compte bancaire, tu vois, et quand je suis arrivé le jour vraiment où j'ai vu 1 million sur mon compte bancaire à la banque, sur ma société, ben ça m'a absolument rien fait, tu vois. Alors qu'il y a peut-être 2 ans en arrière, avoir 1 million, c'était waouh, putain, mais si t'as 1 million, c'est un truc de fou, tu vois. Et je dis pas du tout ça pour me la péter, mais c'est tellement, je l'ai visualisé que j'ai travaillé dur et comme un chien, tu vois, sans plus voir personne, etc., pour pouvoir avoir cet objectif-là et pour pouvoir après, premièrement, payer beaucoup d'impôts et après investir dans l'immobilier, etc., quoi, tu vois. Mais je pense que vraiment, l'exercice de visualisation, c'est incroyable. Et comme tu le dis, moi, dès que je me suis vu dans des endroits où avec des personnes, etc., ça s'est toujours réalisé, quoi. C'est incroyable. Et c'est même pas, tu vois, c'est comme je t'ai dit, tu deviens un peu blasé de ça, mais comme, enfin, encore une fois, c'est pas le fait d'être arrogant, c'est le fait de se projeter, de se dire, ok, mais je vais y arriver. C'est pas question de comment je vais faire, est-ce que je vais y arriver, c'est je vais y arriver. Ouais, c'est ça, en fait, le comment tu vas arriver, tu te le poses sur le chemin, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, t'es en mode, une fois que t'y es, t'as ce petit truc en mode, ah, ok, cool. Et après, tu continues. Et t'as plus de, enfin, c'est comme on a dit, t'es détaché, tu vois. Et c'est juste des chiffres et enfin, on est tous d'accord pour se dire que pour vivre bien et correctement, même dans des pays comme la Belgique où c'est cher, t'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'euros par mois, tu vois. Ouais. Tu peux très bien vivre avec 5-10 000 euros par mois. Après, ça dépend si t'as une famille et tout ça, mais je veux dire, enfin, si t'es quelqu'un de simple et que tu vas au resto de temps en temps, tu te fais plaisir de temps en temps. Ouais, non, c'est clair. T'as des goûts normaux. Enfin, je veux dire. Non, la Belgique, c'est vrai que c'est cher, mais c'est pas non plus abusé. Tu peux, Ouais, voilà, ça. si tu gagnes relativement bien ta vie, tu peux vivre vraiment très confortablement. C'est ça, ouais. Mais justement, donc pour maintenant continuer sur ton parcours, donc tu as eu la période voilà, où tu as vendu ton site, etc. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je veux dire, courant 2020 jusqu'à aujourd'hui 2022, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais toujours du e-commerce? Est-ce que tu es parti sur d'autres business? Comment tout a évolué en fait à ce niveau-là? Ouais, il y a eu beaucoup de péripéties entre-temps. En fait, après que j'ai vendu la marque, donc après le Covid, on a été à Marbella avec ma copine, on a profité de l'été, etc. Et à la reprise, j'ai un peu galéré, je t'avoue, parce que j'avais eu un peu de chance, que c'était le Covid, etc. Et j'avais du mal à reprendre. Et puis après, j'ai pris un coaching avec un mec, et en fait, je m'étais rendu compte que ce qui me manquait, c'était pas les techniques, etc. C'était plus la discipline. Et ce mec-là, mais c'est d'ailleurs Jeff T, on avait pris un coaching avec lui. Ok, ouais. Et en fait, lui, c'était quelqu'un d'assez zen et assez calme, et il nous instaurait une sorte de discipline. Et après, c'est là où j'ai commencé à travailler avec Martin. Et on a commencé à faire ça, on s'est isolé, on est parti à Porto pendant 1 mois. Donc Martin, c'est ton associé, quoi. Ouais, c'est mon associé. Et on est parti à Porto pendant 1 mois et on s'est focus. On avait pris un coaching et puis là, ça a re-explosé. Et là, on a fait, en 2 mois, on a fait genre 300 000 euros sur plein de boutiques e-commerce. Et puis de là, ça s'est plus jamais arrêté, tu vois. Et donc là, entre-temps, on a fait plein de boutiques, on a revendu, on a fait des marques, on a fait du dropshipping pur. Euh, et encore une fois, là, cet été, je me suis un peu remis en question parce que comme on en parlait avant, j'ai eu cette phase où ben voilà, j'étais arrivé à un point, ben oui, j'ai gagné plein d'argent avec ça, etc. Mais je sais pas, ça m'excitait plus. Et donc j'avais envie de faire autre chose. Mais d'un autre côté, je me disais, mais c'est un business model de fou. Et je suis pas quelqu'un qui aime aller vers les gens. Par exemple, le fait de closer des gens, etc. Tu vois, de vendre des trucs. Enfin, j'aime pas, tu vois. Pour moi, c'est un peu de l'hypocrisie et tout ça. Enfin, et même, je suis quelqu'un d'assez timide, tu vois. Et du coup, j'aimais bien ce principe de rester derrière mon ordinateur et de faire un peu ce que je voulais quand je voulais. Et de pas devoir avoir des clients, avoir des comptes à rendre à certains clients, tu vois. C'est un truc que j'aime bien. Ouais. Et je me disais, comment je vais faire pour avoir ce business qui marche, mais que ça me plaise. Et justement, comme je te disais, là, en août, j'ai un peu tout remodelé. J'ai un peu revu ma façon de travailler. Je me suis dit, OK, ces choses-là, je vais les déléguer. Je vais les donner à certaines personnes qui font ça, ça, ça. Je vais faire ça comme ça. J'ai envie d'être comme ça. Et écoute, depuis 3-4 mois, ça se passe super bien. Et là, ça se passe super bien. J'ai des revenus hyper constants parce que c'était un truc qui me manquait aussi avec le e-commerce. C'est que tu as un mois, tu gagnes 50, 100 000 euros, mais pendant 2 mois, tu gagnes 5 000, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'aimais pas parce que pour le mental, pour ton état d'esprit, c'était un truc, ça me stressait. Je me disais, ah merde, et si c'est fini, et si ça marche plus? Et du coup, là, ça fait, comme je te dis, 3-4 mois que j'ai réussi vraiment à stabiliser le truc et faire en sorte de voir plus long terme aussi, grossir des marques que j'aimerais bien vendre avec des exits et faire des belles sommes sur leur revente.
Et voilà, et là, je suis super content de comment ça se passe, quoi. Ouais, donc là, tu es toujours dans le e-com, quoi. Grosso modo, tu es à 100% dans le e-com ou bien tu as d'autres business à côté? Non, je suis toujours dans le e-com, 100%. Ok. C'est intéressant ce que tu as dit avec la discipline, parce que moi, j'ai remarqué ça aussi, c'est que quand tu restes surtout, toi, tu restes beaucoup tout seul dans ton business, tu vois. Et moi, c'est vrai que ces 2 dernières années, je suis resté fort seul aussi, pour différentes raisons, parce que je sentais que j'en avais besoin et tout ça. Et c'est vrai que, comme on en parlait avant, quand tu restes seul, tu peux parler avec ton équipe, prendre des informations en ligne, mais finalement, la seule personne avec qui tu parles le plus, c'est toi, et en fait, tu parles toujours à la même personne. Et c'est vrai que parfois, c'est intéressant, et moi, c'est ce que j'ai refait depuis maintenant, je pense plus ou moins entre 6 mois et 1 an, c'est que j'ai repris des coachs, en fait, tu vois. Donc, j'ai repris un coaching et franchement, c'est des coachings qui coûtent pas, ça coûte pas 50 €, tu vois. C'est des coachings qui coûtent plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai pris un coaching avec un Hollandais qui m'a beaucoup aidé. Puis après, avec un Américain maintenant, tu vois. Et en fait, les coachings, c'est incroyable, mais c'est même pas spécialement l'information, mais c'est vraiment la discipline de te dire, rien que j'ai payé, il faut que je rentabilise. Déjà, rien que là, tu te rebouges enfin, tu vois, t'es plus dans ta zone de confort. Déjà, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que t'as un gars derrière qui va te driver, qui va aussi te dire dans quelle direction aller. Que quand t'es tout seul, tu te dis, je vais aller par là, mais finalement, après, tu peux bifurquer, etc. Que là, tu dois aller là et tu y vas, quoi, parce que t'as quelqu'un derrière toi qui est là comme un professeur pour te driver. Donc ça, c'est super important. J'imagine que toi, du coup, le coaching que t'as pris, du coup, avec cette personne-là, c'est vraiment ça qui t'a permis vraiment de te remettre sur les bons rails et de te dire, voilà, maintenant, je repars, quoi. Ouais, clairement. Je vais pas raconter des conneries, mais c'est vraiment un truc c'est vraiment ce qui m'a fait exploser, en fait. Et c'était un petit truc. Ça nous a pas coûté très cher, en plus, parce que le ROI qu'on a eu là-dessus, c'est incalculable. Et comme toi, maintenant aussi, je suis très en mode les coachs, etc. D'ailleurs, là, ça fait 3 mois que je suis avec un coach niveau fitness, parce que je m'entraînais à la salle depuis plusieurs années, et j'en avais un peu marre, tu vois, à cause du Covid aussi, j'avais grossi, et j'avais envie de reprendre à fond. Et je me suis dit, mais vas-y, j'ai envie de changer un peu, j'ai envie d'avoir le knowledge de quelqu'un d'autre, pour un peu son état d'esprit sur comment il voit le sport. Et ça se passe super bien. Et il m'a appris tellement de nouvelles choses que je ne savais pas, malgré le fait que tu as accès à l'information, etc. Mais des fois, tu as accès à l'information et tu n'as pas envie de l'écouter, l'information, parce que tu es bloqué sur certaines choses. Et quand c'est des gens qui te le disent, tu te dis, ah ouais, mais là, tu écoutes, tu vois, parce que c'est des gens qui ont réalisé certaines choses. Ouais. Du coup, c'est plus concret, entre guillemets. Et du coup, ouais, niveau des coachings, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouve que quand tu arrives à un certain point où tu peux te le permettre, c'est un truc hyper important, parce que sinon tu restes dans ta zone de confort. Et surtout au niveau de ton état d'esprit, tu t'évolues pas. Et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas évident de rencontrer des gens qui sont, on va dire, de notre âge, qui pensent un peu comme nous, ou qui ont un peu des parcours un peu différents, mais qui sont aussi dans l'entrepreneuriat, avec qui tu peux échanger. Parce qu'il y en a, ici en Belgique, tu peux les compter sur le doigt d'une main, tu vois. Et du coup, des fois, tu parles avec des gens plus âgés, mais c'est aussi un autre style de discussion, et c'est pas toujours les mêmes délires. Et voilà, et du coup, je trouve que c'est important des fois vraiment de sortir de sa zone de confort. Mais c'est vrai qu'avec le coach, comme tu dis, c'est vraiment essentiel. Et moi, il y avait un moment où voilà, moi j'ai pris un coach, enfin c'est pas un coach, c'est une prof justement, tu vois, en espagnol pour apprendre l'espagnol, tu vois. Si j'avais appris de tout seul, je serais pas au niveau où j'en suis maintenant. Pareil pour le sport, tu vois, j'ai pris un coach, là ça doit faire maintenant plus ou moins je dirais quelque chose comme 1 an, tu vois, que je fais du sport avec lui, tout ce qui est entraînement fonctionnel, etc. Et alors qu'avant, tu vois, il y avait des gens à la salle qui m'expliquaient les choses, etc. Mais tu prends pas tout au sérieux, parce que déjà de 1, tu l'as pas payé. Quand tu payes quelqu'un, pour toi l'information a plus de valeur, tu vois, c'est bizarre mais c'est comme ça. Et tu te donnes plus aussi quand t'as payé. Tu vois, les résultats que j'ai fait à la salle de sport depuis 1 an, c'est incroyable, quoi, tu vois. Et pareil dans le business, quand tu prends un coach, c'est incroyable les résultats que t'as, c'est du x10 par rapport à ce que tu peux faire, parce que rien que de prendre un coach, tu sais que tu as un rendez-vous tel jour, donc ça te pousse à y aller, que quand tu es tout seul, tu dois te motiver tout seul. Et en fait, il y a un moment, le cerveau humain, je pense que tu as de l'énergie, mais moi je préfère en fait déléguer mon énergie à une autre personne, en fait, tu vois. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple tu dois te former tout seul sur l'espagnol, sur le sport, sur ton business, et peut-être encore sur un autre truc, tu vois, j'en sais rien, sur un instrument de musique, c'est de tout apprendre tout seul, et tu vas mettre toute ton énergie, en fait ton énergie va être perdue dans la recherche d'informations, dans l'apprentissage, alors que si tu payes quelqu'un et que tu peux te le permettre, en fait c'est cette personne-là qui va mettre en place l'énergie que toi tu vas pas mettre en place pour te véhiculer 100%. L'information, et donc en fait tout va plus vite, en fait t'avances mais 10 fois plus vite en payant des gens. Et des coachs, bon, dans le business généralement ça coûte cher, parce que ils savent que les informations qu'ils vont te donner vont te rapporter beaucoup d'argent derrière, donc voilà, tu monétises tes informations chères. Mais je veux dire, les autres coachs dans tous les autres domaines de la vie, ça coûte pas si cher que ça, quoi. Tu prends un coach de sport, moi ça me coûte je crois c'est 25 ou 30 € par séance. Si tu en prends plus, tu as des réductions, et je veux dire à la fin du mois, oui, ça coûte un petit peu d'argent, mais les résultats à côté sont juste énormes, tu vois. Et moi ça me dérange pas d'investir
300, même 400 € dans du sport parce que je sais que c'est pour ma santé physique. Et il y a rien de plus important que ta santé physique et mentale dans la vie, tu vois. Il y a des gens qui vont mettre 400 balles dans des paquets de cigarettes par mois, tu vois. Mais qu'à côté de ça, ils vont dire, ouais, 400 balles pour le sport, mais t'es un malade, toi, de payer 400 balles pour le sport, tu vois. C'est toujours la perception des choses et où tu vas mettre ton curseur, justement, de qu'est-ce que tu veux dans ta vie, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça, c'est un truc que je vois tellement. Les gens qui se disent, par exemple, quand j'ai plein de potes qui me disent, mais t'es fou, tu payes 600 € par mois pour ton coach. Mais je dis, mais les gars, c'est ma santé, tu vois. 600 € par mois pendant 3 mois, c'est pas grand chose et je peux me le permettre, tu vois. Donc, et il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui vont préférer acheter un nouveau téléphone pour 1 000 € que d'investir dans une formation pour 1 000 € qui vont leur apporter des dizaines de millions d'euros. Et ça, c'est comme, encore une fois, c'est la perception des choses et comment tu vois par rapport à toi, quoi. Mais tu sais que par exemple, c'est bizarre ce que je vais dire, mais quand je suis ici en Belgique comme maintenant et que je vais croiser des gens, etc. Bon, mes meilleurs potes non parce que ils me connaissent et ils savent ce que je fais dans la vie, etc. Mais quand je vais croiser des gens un peu lambda, tu vois, que je connais de vue mais qu'on va discuter, mais genre leur dire que par exemple, je sais pas, ils vont me demander combien tu payes par exemple ton coach ou bien combien ça a coûté ce truc là, ben tu sais que je vais diviser le prix par 3 ou 4, tu vois. Par exemple, s'ils me disent combien t'as coûté ton coach, si mon coach m'a coûté, j'en sais rien, 500 € sur un mois, je leur dis ça m'a coûté 70 €, tu vois. Parce que c'est triste, mais dans les sociétés dans lesquelles on vit, le rapport à l'argent est tellement mal vu que j'ai même pas envie de me justifier ou de commencer à devoir expliquer, et je fais pas du tout de manière arrogante ni rien, parce que je sais ce que c'est justement, tu vois, d'avoir un salaire normal et de pas pouvoir, tu vois, payer des choses plus chères, ce que je suis passé par là, mais juste je ne le dis pas parce que je sais que ça peut vraiment choquer les gens et que pour pouvoir leur expliquer comment t'as fait et comment est-ce que tu peux te permettre de faire ça, ben, il y a c'est pas juste leur expliquer, c'est qu'il y a un processus mental où les gens doivent se rendre compte de ok, c'est vraiment possible en fait de gagner de l'argent. Et donc c'est pour ça que moi quand je parle de prix, etc., en France, en Belgique, mais généralement je dis pas les vrais prix, enfin avec certaines personnes, tu vois, je veux dire des prix plus bas en fait, tu vois. Je fais la même chose que toi, je fais exactement la même chose. C'est super bizarre, mais des gens, par exemple, même des fois quand j'achète des trucs un peu chers ou des vêtements ou quelque chose comme ça, je divise toujours les prix. Pareil, moi j'ai comme la honte en fait de dire que ça coûte ce prix-là à certaines personnes en fait, tu vois. Martin, il avait fait ça avec sa montre, hein. Quand son père lui a demandé le prix, il avait divisé le prix, je crois, par 3 ou 4, et malgré ça, le mec lui a dit mais c'est hyper cher, tu vois. Et il m'a dit mais mec, imagine, je lui avais dit le vrai prix, il serait tombé de sa chaise, quoi. Et du coup, enfin, c'est, je sais pas, c'est un automatisme, comme tu dis, c'est à cause de la société. C'est ça. Parce que par exemple, si je suis dans un autre endroit, j'en sais rien, par exemple en Espagne, etc., avec des entrepreneurs, on va parler prix, mais on va pas dire j'ai acheté ça à tel prix, etc. C'est juste, si tu poses la question, ben là, je vais dire le vrai prix, tu vois. Si on me demande combien coûte tout coach de sport en Espagne, ben voilà, il coûte 350 ou 400 € par mois. Mais ici, j'ose pas le dire, en fait, tu vois, c'est assez bizarre parce que la réaction des gens, mais c'est en mode, mais enfin, tu vois, déjà, t'es un fou, comment tu fais, d'où vient cet argent-là, tu vois, t'es un peu pris comme un extraterrestre, tu vois. Et j'aime pas qu'on me prenne comme ça, donc c'est pour ça que pour être dans la banalité, ben, je vais justement baisser les prix, je pense, comme toi aussi tu fais. Mais tu vois, je savais pas que tu le faisais non plus, et Martin non plus. Je pensais que c'était juste moi qui le faisais parce que j'avais un problème. En fait, non, je vois que d'autres personnes le font justement en Belgique et en France aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout que, en fait, ça, quand tu gagnes beaucoup d'argent, mais que par exemple, tu dépenses pas grand-chose, les gens, ils croient pas vraiment que tu gagnes de l'argent. Mais à partir du moment où tu commences à acheter des choses qui ont un peu de valeur et que ça commence un peu à se voir, ou bien des coachs ou des trucs comme ça, que t'en parles, les gens, ils se rendent compte, ils disent ah ouais, mais donc ils gagnent vraiment de l'argent, tu vois. Par exemple, j'avais la même chose avec ma voiture. Au début, enfin, les gens, ils m'écoutaient, enfin, pas ils m'écoutaient parler, mais des fois, quand on me demandait, je disais ouais, je fais ça, mais j'en parlais pas trop. Et le jour où je suis arrivé avec ma voiture, ils se sont fait ah ouais, putain, mais ça veut dire que tu gagnes vraiment de l'argent. Je dis bah oui, enfin, c'est. Et au final, je sais pas si c'est la société qui fait ça ou quoi, mais les gens, ils sont vite choqués parce qu'ils sont pas habitués à des sommes pareilles. Et évidemment, c'est pas la normalité, pardon. Mais dans les sociétés dans lesquelles on est, c'est comme ça, où le rapport à l'argent est mal vu. Mais justement, toi, du coup, dans ton parcours, parce que je pense que c'est intéressant pour toutes les personnes qui nous voient et qui vont commencer justement à se lancer, tu vois, qui vont commencer à gagner de l'argent, etc. Toi, comment était la réaction des gens quand tu as commencé à gagner de l'argent, en fait, tu vois, que ce soit ta famille, tes amis, etc. Comment est-ce qu'ils ont perçu ça? Tout d'abord, ma famille, ils étaient contents, mais à la fin, au début, ils étaient aussi un peu réticents, tu vois, comme je pense tout le monde. Moi, j'en ai jamais vraiment parlé. En fait, je faisais toujours mes trucs dans mon coin et ils voyaient juste que j'étais sur mon ordinateur, mais ils savaient pas trop. Et là où j'en ai vraiment parlé, c'est au moment où c'était que à partir du Covid. Et c'est là où j'avais déjà fait du chiffre. Et je me rappelle, vu qu'on était dans la maison avec ma copine, je voyais pas trop mon papa. Et à ce moment-là, quand je l'ai vu,
j'en avais déjà parlé à ma mère, je disais, ouais, je viens de faire 100 000 € de chiffre d'affaires. Et elle lui en avait parlé, tu vois. Et lui, il était un peu choqué, entre guillemets. Mais vu qu'il venait de ce milieu entrepreneurial, il était quand même assez content, mais il a voulu m'aider. Et moi, j'avais pas trop envie de son aide, tu vois. Et donc, du coup, j'étais un peu réticent. Il voulait t'aider sur quoi, en fait Il voulait m'aider, par exemple, ouais, tu dois faire ta boîte, tu dois faire comme ça, comme ça. Et je dis, ouais, mais t'inquiète, je vais m'en occuper, tu vois. Mais c'était de l'aide parce que voilà, c'est mon papa. Ouais, c'était bienveillant, quoi. C'était bienveillant, ouais. Mais du coup, j'avais pas vraiment envie parce que j'ai envie de le faire à ma façon. Et du coup, il me donnait des conseils qui étaient pas toujours très pertinents. Et voilà. Et donc, au niveau de ma famille, ça s'est super bien passé parce que ils aiment aussi un peu l'argent. Au niveau de mes amis, c'était un peu différent. Au début, on me jugeait beaucoup. Parce que j'étais un peu le gars, je disais oui, je fais mes petits trucs, etc. Et déjà, je le montrais jamais parce que j'avais un peu honte. Et il disait, ouais, c'est le gars qui vend ses petits trucs en ligne, on sait pas trop ce qu'il fait, il fait des petits trucs comme ça à droite à gauche. Et puis après, quand ça commence à marcher, ils étaient en mode, ah ouais, mais j'ai toujours cru en toi. Ah ouais. et justement, j'ai un pote, il me disait, moi j'ai toujours su que toi t'allais réussir à faire quelque chose et tout. Alors que ces gens-là, je me rappelle au tout début, ils étaient en mode, c'est toujours mes potes, hein, parce que voilà, ils se disaient en mode, ah, ouais, mais c'est bizarre ce qu'il fait, Alex, c'est quoi ces trucs, il fait du dropshipping, machin bidule, ils vendent des trucs en ligne, des trucs de Chine et tout. Et maintenant, il y a des gens qui viennent me demander pour travailler avec moi, tu vois, et je te dis non, désolé, j'ai pas besoin de toi, tu vois. Ouais. Et est-ce que toi aussi, parce que moi j'ai ressenti ça chez certains potes, tu vois, est-ce qu'ils avaient pas peur, mais est-ce que toi aussi tes potes n'osaient pas te poser des questions sur ce que tu faisais? Ouais. Comme si c'était un truc tabou, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai tout le temps, et même maintenant, c'est genre, on en parle quasi jamais, tu vois. Et j'ai quelques potes avec qui je suis super proche, qui eux vont pas se gêner, mais malgré ça, il y a toujours un peu cette distance par rapport à ça, en mode ils osent pas trop me demander. Moi j'ai la même chose aussi, ouais. Et genre, par exemple, moi, je suis pas quelqu'un qui cache, tu vois. Je vais jamais raconter des conneries. Par exemple, si mon pote, il me dit, ouais, mais là, t'as combien d'argent? Je vais jamais dire exactement, mais je vais dire plus ou moins combien j'ai, tu vois. C'est un de mes meilleurs potes. Je lui dis, ouais, mais j'ai X. Et une fois, il m'a demandé ça. Il me dit, ah ouais, quand même. Et du coup, mais parce que lui, il a osé me demander, mais les autres, c'est vrai qu'il y a une sorte de tabou comme ça. Je sais pas expliquer. Parce que c'est un peu, je suis devenu un peu différent d'eux. Eux, ils sont toujours dans leur état d'esprit un peu étudiant, etc. Et je sais pas, c'est assez spécial comme relation, tu vois, et ils aiment pas trop en parler. Et moi j'ai la même chose aussi, pas avec tout le monde, tu vois, avec certains potes où je vois qu'ils osent pas trop en parler, mais pourtant qu'ils ont envie de savoir, tu vois, comme s'ils osaient pas demander. Exactement. Comme si c'était tabou, bien peut-être qu'ils se disaient, j'ai peut-être du respect pour mon pote Lucas et j'ai pas envie de le déranger parce qu'il va peut-être se dire, finalement j'ai changé, je suis là pour sa thune, tu vois. Exactement. Et c'est peut-être ça en fait, et je pense pas que c'est comment dire que c'est mal ou quoi, mais c'est peut-être plus pas de la timidité, mais qui vont se dire peut-être qu'il va avoir une perception moi qui est différente parce que je lui pose des questions sur son argent, comment il fait pour gagner, alors que moi franchement, avec mes potes, tu vois, je m'en fous, tu vois, je leur dis tout, etc. Il y a pas de souci, mais ça commence à se débloquer, mais c'était surtout au début, c'était abusé. Moi la même chose, hein. Moi c'était exactement la même chose que toi, c'est une sorte de timidité dans le sens où ils ont peur que en me demandant ça, ils vont se dire ah ouais, mais alors il va penser que je suis là pour l'argent, alors que pas du tout, tu vois. Donc on s'en fout. Et même à chaque fois qu'on va manger un truc quelque part, on divise. Je suis pas le genre de mec que ça va m'arriver de temps en temps parce que voilà, j'aime bien leur faire plaisir, mais c'est pas pour autant que je vais tout le temps leur offrir des trucs, tu vois. Et je suis resté normal par rapport à ça. Et je suis resté moi-même aussi. J'ai pas du tout changé. Et comme tu dis, il y a une sorte de timidité un peu qui s'est installée. Après, maintenant, ça commence aussi à se débloquer. Parce que j'en parle ouvertement, hein, quand on me demande, même quand on parle d'entrepreneuriat, j'en parle ouvertement. Et du coup, voilà. Et je me demandais, toi, pour bien comprendre, donc quand tu étais aux études, tu avais fait quoi comme études en fait après tes secondaires? J'ai commencé à Solvay à Bruxelles, donc c'est une école business. Business, c'est genre une école, j'ai fait des sciences économiques. C'était vraiment le truc, l'archétype de l'université où on t'apprend tout par cœur, on te bourre le crâne, c'est même pas une autre école, hein, c'est vraiment que du par cœur. Et moi, je me rappelle, j'arrivais en cours, mais ça me saoulait. C'était vraiment... et en plus, le pire, c'est que j'étais quelqu'un qui a toujours été bon en maths. Et je faisais que rater à chaque fois parce que, en fait, les examens, c'était quoi? C'était remettre les formules. Et moi, je détestais ça, tu vois. Et donc, du coup, j'avais toujours 8 ou 9 parce que je réussissais les exercices. Mais l'autre moitié de l'examen, c'était des formules et j'étudiais jamais. Et du coup, je faisais que rater, tu vois. Et donc, après ça, j'ai fait ça. Ça m'a saoulé. J'ai quand même réussi parce que j'ai fait une fois, j'ai redoublé, j'ai fait la deuxième fois. J'ai réussi, mais ça m'a saoulé. Et puis après, j'ai été à l'ICHEC. C'est une autre école, aussi à Bruxelles, un peu plus axée business. Mais encore une fois, c'est entre les deux. C'est université, haute école, mais c'est très bourrage de crâne aussi. Un peu plus pratique, mais voilà. Et là, j'avais fait... donc, j'ai refait ma première. J'ai réussi. Deuxième, j'ai réussi.
Et c'est fin deuxième où ça a commencé à exploser pour moi au niveau business. Et du coup, là, j'ai arrêté les cours. Et voilà. Ok, ouais. Et c'était un bachelier, donc c'était 3 ans normalement. C'est ça, ouais. Tu pouvais faire un master de 2 ans si tu voulais. Ouais, et ça, tu vois, ça c'est une bonne question, je pense, à discuter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la situation là. On parlait de Martin, justement, ton associé que je connais très bien aussi, où tu es dans la situation où tu es à l'école, tu es à l'université ou à la haute école en Belgique, en France ou dans d'autres pays. Ton business commence à bien tourner, il te reste par exemple 1 an à faire ou il te reste 2 ans à faire. Comment tu réagis? Est-ce que tu arrêtes ou est-ce que tu arrêtes pas? C'est la question, tu vois, que tout le monde se pose. Moi, j'étais à la moitié de mon parcours scolaire, même plutôt 2/3. Il me restait plus qu'un an, en fait, tu vois. Il me restait mes examens de fin d'année. En fait, pour bien recontextualiser le truc, moi, donc la première année, je l'avais réussi. Deuxième année, j'avais réussi la moitié, donc les examens de décembre, tu vois, ou c'était de janvier. Et après, il y avait encore les examens de juin, plus rapport de stage. Donc, je venais de finir mon stage, je vais rendre mon rapport de stage. Et en fait, le rapport de stage, ça me faisait chier parce qu'en fait, c'est le genre de truc où tu dois respecter des codes, genre la typographie, le nombre de pages, etc. Et ça, c'est le truc que je déteste, tu vois, d'être dans des cases, devoir respecter un truc qu'on te dit de faire, alors que tu peux le faire 10 fois mieux d'une autre manière, en fait, tu vois. Et donc, déjà, le fait d'avoir le rapport de stage, et en plus de ça, pendant le stage, en fait, la vérité, c'est que je vais travailler 1 heure par jour, vraiment pour le stage, mais les 7 autres heures, j'étais sur mon ordinateur occupé de faire mes trucs de dropshipping, tu vois, envoyer les commandes, etc. Parce que je gagnais déjà de l'argent, et je gagnais déjà plus d'argent en un jour que l'entreprise gagnait en un mois, tu vois. C'était incroyable, c'était une petite boîte. Je dis pas ça pour me vanter, mais c'est ça vraiment qui m'a fait prendre conscience, tu vois. Je faisais des placements de produits où je gagnais 8 000 € de chiffre d'affaires en une journée, puis après 12 000, etc. pendant mon stage, et je montrais ça au patron de l'entreprise où j'étais, et le patron, il comprenait pas, tu vois, il savait même pas poser de questions parce que pour lui, c'était même pas vrai, en fait, tu vois. Et en fait, quand j'ai fini les stages, je lui ai dit, mais en fait, le rapport, tu m'oublies, je me lance, quoi, tu vois. Donc moi, j'ai arrêté, en fait, là, la fin de la deuxième année. Donc il me manquait les examens de la fin de la deuxième année, plus encore toute la troisième, tu vois. Et j'ai décidé d'arrêter parce que je le sentais vraiment, c'était mon instinct, j'avais le feu, et je me disais, là, il faut que j'y aille parce que si je continue encore dans les cases, je vais péter un plomb, quoi, tu vois, à continuer à l'école. Donc, toi, t'as décidé d'arrêter aussi. Comment t'as décidé justement d'arrêter tes études à ce moment-là, alors qu'il te restait aussi, je pense, 1 an, pas quoi. beaucoup, ouais. Au final, c'est un peu comme toi, c'est que tu le sens bien, tu vois, et tu te dis, en fait, je m'en fous, même si ça marche pas, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire l'entrepreneuriat, et je sais qu'avec l'école, ça va pas apporter grand-chose. Et tu le ressens aussi, que tu vois, quand t'es à l'école, tu sens que ce que t'apprends, c'est pas ça qui va te faire avancer dans la vie. Et même dès que tu commences à monter ta boîte, tu comprends que tout ça, c'était du bullshit, et que ça t'a servi à rien. Et en fait, je pense que la plupart des gens, là où ils ont un peu peur, il y a 2 choses. Première des choses, de se dire, et si tout s'arrête et que ça marche plus, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est, je pense, la première crainte des gens, de se dire, ouais, maintenant, je gagne plus d'argent et j'ai pas de diplôme, voilà. Ça, c'est en fonction de ton caractère, si tu arrives à rebondir, etc. Et deuxième des choses, c'est se dire, quel est le bon moment pour arrêter? À quel moment je peux me dire, ouais, soit j'ai assez d'argent pour vraiment démarrer, ou soit je le sens vraiment bien. Et moi, c'était plus un truc avec l'argent, tu vois. C'était plus en mode... à un certain moment, j'avais un certain montant sur mon compte, et je me suis dit, mais je peux arrêter, tu vois. C'était peut-être pas des centaines de milliers d'euros, mais c'était plusieurs dizaines de milliers, et genre, je me disais, mais même si j'arrête maintenant, je peux quand même, dans le pire des cas, même si tout s'arrête, je peux vivre encore, je sais pas, 2-3 ans tranquille. Donc, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et du coup, j'ai arrêté crescendo. En fait, j'avais de moins en moins en cours. Je faisais mes trucs à côté. Et au fur et à mesure, j'ai juste pas été. Et il y avait des examens. Je recevais des mails, vous devez venir aux examens et tout ça. Je répondais pas. Du coup, j'allais juste plus aux examens et puis j'ai arrêté. Ouais. Et voilà, c'est passé comme ça. Ouais, comme tu disais, moi je pense que ça se sent quand tu dois faire un truc, tu le ressens, tu vois. Et moi, il y a un truc que j'ai remarqué dans ma vie, c'est déjà arrivé, que ce soit pour le boulot, même pour des trucs perso, tu vois. Parfois, je me suis posé des questions pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de le faire. Et finalement, tu te poses des questions, tu te tortures l'esprit. Ouais, mais quand est-ce que je vais le faire? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et puis, il y a un jour, en fait, tout apparaît comme une évidence, parfois en un jour, quoi, tu vois. Et là, bam, tu le fais et tout vient naturellement. C'est trop bizarre. Moi, c'est la question avec les études, je me la suis posée pendant 1 an. Il y a eu d'autres questions que je me suis posées plus tard pour des trucs un peu plus privés, etc. Et en fait, moi, le conseil que je pourrais donner, ce serait de dire que, en fait, c'est si tu le sens pas, en fait, tu vois. Si tu le sens pas, le fais pas, tu vois. Si t'es effrayé à l'idée de quitter tes études, ne le fais pas. Par contre, si tu sens que maintenant t'as aucune peur, t'as juste envie de tout défoncer
sur ton chemin, fais-le, tu vois. Parce que généralement, les gens qui réussissent, c'est justement ceux qui n'ont pas de peur et qui voient leur objectif et qui se disent, peu importe ce que je dois faire, si je dois tout dégommer sur mon passage, je le ferai, tu vois. C'est ces gens-là qui réussissent, c'est ceux qui se posent pas trop de questions, en fait. Parce que quand tu te poses trop de questions, généralement, déjà de un, tu perds du temps, tu analyses beaucoup trop les risques à comparaison des avantages que tu peux avoir, en fait, tu vois. Et généralement, quand tu es vraiment animé par ce que tu aimes, et là où tu peux te dire, je peux peut-être quitter mes études, c'est généralement parce que tu mets plus ton focus sur les avantages que sur les risques. Tu vois ce que je veux dire? T'es plus allez, de cette partie-là, même s'il y a beaucoup de risques aussi, tu vois. Et moi, c'était ça, tu vois. Genre, je sais que moi, j'occultais beaucoup les risques dans mon cerveau de manière inconsciente, tellement j'étais animé par mon truc et que je me disais, il faut que je réussisse. Et j'ai réussi à prendre ma liberté à ce moment-là, tu vois, parce que je voyais que les avantages, quoi, tu vois. Ouais. Mais justement, pour rebondir à ça, c'est un truc qu'il y a beaucoup de gens qui font, c'est qu'ils pensent que aux problèmes qu'ils vont avoir. Et ils pensent jamais... et donc, du coup, ils pensent tellement à ça qu'ils se rendent même pas compte de... Enfin, ils se lancent jamais au final. Et moi, je dis toujours, mais les problèmes, ça viendra après. Enfin, il y a plein de trucs qui vont te freiner. Mais d'abord, tu dois d'abord gagner de l'argent pour avoir ça. Et du coup, à la fin, le mec, il est là. Enfin, j'ai des potes comme ça honnêtement, ça fait 3 ans depuis que moi j'ai commencé. Ils se posent la question s'ils doivent commencer, etc. Et au final, ils se posent tellement de questions, ils sont toujours au même niveau, quoi. Ouais. Et ils sont jamais lancés. Et au pire, à un moment, tu auras un problème. Sur le moment, tu deals avec, tu vois. Mais c'est vrai que passer du temps à réfléchir sur 15 000 trucs, et je suis un peu comme toi maintenant, dès que j'ai un truc en tête, je me pose, je réfléchis si c'est une bonne idée ou pas, et je le lance. Et au pire des cas, si ça marche pas, j'ai rien à perdre, tu vois. C'est ça. Et surtout, quand tu vois, parfois, t'as des gens moi, je connais des gens qui réfléchissent pendant 2 ans avant de se lancer, tu vois. Ouais. Et alors que dans le business en ligne, même dans le business général, en l'espace de seulement 6 mois, ce que tu peux faire, mais c'est juste ouf. Moi, je le vois, en 6 mois, j'ai pu vraiment changer ma vie, quoi, tu vois, parce qu'en 6 mois, je me suis enfermé, j'ai plus vu personne. Et vraiment, ces 6 mois-là ont changé le restant de ma vie, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, quoi, tu vois. Et en 6 mois, en fait, tout peut tellement aller vite avec le business en ligne. 6 mois dans le business en ligne, ça peut représenter peut-être je sais pas moi, 10 ans d'une personne normale qui va faire son parcours normal, aller au travail tous les jours, etc. Et je critique absolument pas, tu vois, les salariés, etc. Parce que j'ai mon meilleur pote qui est salarié et tout. Je veux dire, c'est que quand t'es entrepreneur, que tu te bouges, tu peux avoir les résultats en 6 mois que tu peux avoir peut-être en 10 ou 15 ans en étant salarié en termes de revenus, de projets que tu vas faire et vie, acheter une maison, acheter un appartement, etc. Donc ça peut vraiment aller très vite. C'est pour ça que moi je conseille à tout le monde de se lancer le plus vite possible, parce qu'au plus vite tu te lances, au plus vite tu auras les résultats aussi. Et quand tu vas regarder en arrière, souvent tu vas te dire mais putain, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, quoi. Ça, c'est un truc de Même fou. moi je me suis dit aussi pourquoi est-ce que je me suis pas lancé plus tôt, pourquoi est-ce que j'ai pas quitté mes études directement, pourquoi est-ce que j'ai commencé des études, en fait, tu vois. Mais voilà, ça c'est des trucs qui viennent par après. Et maintenant, je voulais te parler d'un autre truc. Donc, on a parlé beaucoup du rapport à l'argent, de la Belgique, etc. Maintenant, je voulais parler avec toi de ton rapport par rapport à la Belgique, tu vois. Parce que ça, c'est une discussion qu'on a beaucoup eu à deux sur WhatsApp. Pas mal de messages vocaux, etc. par rapport à la Belgique. Ouais, j'en ai marre, il fait mauvais, les gens, ils me font chier et tout ça. Donc là, tu es toujours en Belgique pour le moment. Comment est-ce que tu vois l'avenir, en fait, pour ton développement en tant qu'entrepreneur, pour ton développement personnel de ta vie privée comment tu vois tout ça pour la suite? Honnêtement, c'est une question que je me pose depuis beaucoup de temps, et en parler, il ne faut pas se poser trop de questions normalement. Mais c'est vrai qu'en Belgique, le truc que j'aime bien en Belgique, c'est que voilà, c'est la zone de confort, tu as tes amis, etc. Tu vis bien, tu es tranquille, tu as des bons restos, etc. Enfin, vraiment, c'est une vie chill. Mais le problème que je trouve qu'il y a en Belgique, c'est déjà la pression fiscale, etc. Donc ça, on va pas trop en parler, mais voilà. Mais surtout, les mentalités, et on en a parlé aussi plein de fois, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont issus du milieu de l'entrepreneuriat, enfin qui sont dans l'entrepreneuriat, et du coup, c'est pas évident de rester toujours très motivé. C'est clair, ça a abusé, ça. Ouais. Et le temps, ça, on n'en parlera pas encore une fois, mais bon, quand il fait beau 3 mois par an, c'est assez déprimant. Là, moi, je vois bien, on est en mois de décembre, depuis novembre à mon avis, ça va durer jusqu'à février. Je suis dans un mood un peu bof, tu vois. Un jour sur deux, je me réveille, je suis dans un mauvais mood. C'est à cause du temps, je le sais. Je suis quelqu'un de méditerranéen, et moi, il me faut du soleil. Et je le vois très bien. Dès que je suis ailleurs avec du soleil, je suis tellement mieux. Et du coup, pour l'avenir, je t'avoue que je ne sais pas encore. Là, ça se passe super bien avec ma copine. J'avais envie qu'elle termine ses études. Enfin, même elle a envie de terminer ses études. Et puis après, on a dit, on va voir ce qu'on va faire. Parce qu'on n'est pas sûr de rester en Belgique, je t'avoue. Après, encore une fois, j'aime bien avoir un pied à terre, tu vois, parce que c'est des trucs où retour aux sources, ça te fait du bien de temps en temps. Mais je pense qu'à notre âge, c'est l'âge parfait pour justement découvrir, te faire un réseau de fou. T'as les trucs comme Dubaï et tout. Ok, c'est beaucoup critiqué. Enfin, il y a plein de trucs qui sont pas top à Dubaï, mais
le positif, je pense, contrebalance le négatif un max. Parce que si tu as des gens qui sont incroyables là-bas, évidemment, tu as tout. Tu as aussi des escrocs, mais je veux dire, tu as des gens qui ont un mindset de fou, qui te tirent vers le haut. La ville, par exemple, là-bas, tout va à du 200 à l'heure. C'est un milieu propice à évoluer en tant qu'entrepreneur, tu vois. Et le problème, c'est qu'en Belgique, mis à part la fiscalité, ils te freinent en tant qu'entrepreneur et genre, tu veux signer un contrat, ça te met 3 mois. Tu veux acheter un bien, ça te met 6 mois. Tu veux faire n'importe quoi, ça te met 3 à 6 mois. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils te prennent de haut, tu vois. Moi, des fois, je parle avec des trucs pour les papiers. C'est des gens du secrétariat, etc. Mais ils me prennent de haut, tu vois. Ils sont en mode, ils me parlent mal, mais je suis en mode, mais pour qui tu te prends, tu vois. Et c'est même pas de l'arrogance, c'est juste, moi, je suis super gentil avec les gens. Et je suis vraiment la personne, tu me vois, je suis vraiment pas du tout arrogant. Je suis vraiment gentil avec n'importe qui. Et t'as des gens, mais ils se prennent pour je sais pas qui. Et c'est ça aussi un problème en Belgique, je pense, c'est un peu la frustration des gens, tu vois. Ils sont un peu frustrés de voir des jeunes qui ont un peu d'argent et ils se disent, la plupart du temps, ils se disent c'est un fils à papa. Et après, quand ils t'apprennent à te connaître, ils se rendent compte qu'en fait, t'es quelqu'un qui a fait tout toi-même. Et ils disent, ah, mais putain, mais c'est cool, en fait, ce que t'as fait. Et je dis, bah oui, mais c'est ça. Enfin, crois pas que tout ça, c'est mes parents qui m'ont acheté. Hein. C'est moi qui me le suis acheté moi-même. Ouais, c'est ça. C'est vrai que par rapport à la Belgique, je te rejoins. Moi, le truc, c'est que par rapport à la Belgique, moi, en fait, j'adore la Belgique, tu vois, parce que c'est mon pays. En fait, tu te sens bien ici. En fait, t'es vraiment dans une grosse zone de confort, en fait. Parce que autour de toi, il y a personne qui est entrepreneur. Autour de toi, c'est vraiment la vie tranquille, chill. T'attends le vendredi pour aller boire ta bière au café du coin, tu vois. Ça, c'est la Belgique, c'est comme ça partout. Mais c'est vraiment tranquille, tu vois. Ça va, dès que on augmente un peu d'intensité, c'est, wow, attends, on va se calmer ici, tu vois. On va aller un peu plus doucement parce que là, ça commence à aller trop vite, tu vois. C'est vraiment la mentalité de la Belgique. Et moi, j'adore ce pays, mais vraiment, je me suis dit, si je veux continuer à me développer et à faire augmenter mon personnage de niveau, il faut que je passe moins de temps en Belgique sur une année, quoi, tu vois. Avant, j'étais plus ou moins je dirais à 9-10 mois par an en Belgique. Ici, je vais plutôt essayer de passer entre 4 à 6 mois grand maximum en Belgique, tu vois, le reste être à Dubaï, comme tu l'as dit. Alors Dubaï, c'est beaucoup critiqué, mais tu sais, ceux qui critiquent Dubaï, ils ont jamais été, donc tu peux pas critiquer quelque chose que tu n'as jamais fait, le classique, ou que tu n'as jamais été. Moi, Dubaï, je l'ai critiqué une fois, c'était pendant la période Covid, parce que c'était un des seuls endroits au monde qui était ouvert, et il y avait beaucoup trop de monde, et c'était devenu trop mainstream, et jamais plus, et parce que j'aime pas ce qui est mainstream. Et en fait, j'ai appris à vivre à Dubaï de manière différente, de plus voir autant de gens, etc. Et j'ai réappris à réapprécier de nouveau Dubaï. Et pareil, tu vois, moi, j'ai besoin du soleil. Ma mère, elle est italienne. Et je sens que j'ai du sang italien parce que j'ai besoin de soleil, quoi. Tu vois, ça se voit pas spécialement sur mon visage, mais j'ai besoin de soleil. Et je me sens beaucoup mieux aussi. Et donc, la Belgique, c'est bien et tout ça, mais si tu veux évoluer, il faut que tu sois dans un environnement différent. Et moi, l'environnement influence énormément justement mon état d'esprit, de comment je vais travailler, etc. Et il faut bouger, quoi. Si tu restes ici, ta frustration va continuer à grandir en mode ouais, pourquoi je l'ai pas fait. Et à 40 ans, quand tu auras des enfants, c'est voilà, j'ai peut-être raté une vie que j'aurais encore mieux que j'aurais pu avoir, quoi. Ouais, surtout quand tu vois que le temps commence à passer vite, tu vois, on va avoir 25 ans l'année prochaine. Enfin, moi, dans ma tête, j'ai encore 21 ans. Ouais, pareil, la même chose. Ouais. Je me dis, putain, mais on a déjà 25 ans. Quoi, t'as tes enfants, je sais pas, enfin, après, ça dépend des gens, mais 30, 40 ans, enfin, ça passe vite, tu vois, et tu te dis, mais tu vas arriver à cet âge-là, tu n'auras pas fait ce que tu veux, tu seras un peu frustré, tu seras encore plus bloqué à cause de tes enfants parce que tu peux pas les changer d'école tous les 6 mois. Et du coup, si il faut profiter, c'est maintenant. Et il y a différentes façons de profiter, mais même par rapport à ta culture générale et découvrir des nouvelles cultures, découvrir de nouveaux endroits dans le monde. Moi, il y a tellement d'endroits que j'ai envie d'aller que j'ai pas encore été. Et l'année prochaine, je me suis encore dit, l'année prochaine, je vais me faire beaucoup plus de voyages parce qu'il y a plein d'endroits que j'ai envie de découvrir et que je me suis pas laissé le temps de découvrir parce que je travaillais, parce que parce que ça. Et maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on a un peu la chance de pouvoir se permettre d'aller voir un peu où on veut, prendre sur un coup de tête un billet d'avion, etc. Et ouais, c'est un truc, c'est pas à négliger parce que même pour ta santé mentale, je pense que c'est important, quoi. Ouais, c'est clair. Pour parler de l'âge, c'est abusé parce que moi, en fait, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était vraiment quand je me suis intéressé vers 17 ans, tu vois. Et de 17 ans à 21 ans, je voyais les années passer, genre, voilà, maintenant j'ai 18, maintenant j'ai 19, maintenant j'ai 20, maintenant j'ai 21, maintenant j'en ai 24, mais je te jure, j'ai pas l'impression d'avoir 24 ans, j'ai toujours l'impression d'être bloqué quand j'ai 21 ou 22 ans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je vois des jeunes, donc je dis des jeunes, tu vois, comme si j'étais vieux, mais quand je vois des jeunes de 21 ans qui me parlent de business, etc., et qui sont déjà à un niveau hallucinant, je te jure, ça me fout les boules en mode, mais putain, mais j'ai déjà 24 ans, mais c'est abusé, quoi, tu vois. Et c'est un truc de fou comme le temps passe vite, et c'est pour ça, voilà, qu'il faut saisir les opportunités et arrêter de trop se poser
poser des questions, comme on disait, et avancer, quoi, tu vois, faire les choses. Parce que sinon, voilà, on n'a qu'une vie. Et moi, la pire des choses que j'ai pas envie d'avoir, c'est de me retrouver sur mon lit d'hôpital un jour, je sais pas quand. On pense toujours que c'est vers 70 ou 80 ans, mais ça peut arriver bien avant. Et de me dire, mais putain, mais pourquoi je l'ai pas fait, quoi, tu vois, et d'avoir des regrets, ça, c'est la pire chose qu'il peut avoir. Ouais. Et c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, voilà, dès qu'il y a un truc à faire, je le fais et j'hésite plus parce que j'ai pas envie d'avoir des regrets plus tard, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et pour maintenant changer un peu de sujet, ça c'est un sujet dont je parle avec tous les entrepreneurs que j'interviewe, c'est le fameux sujet du Covid, tu vois. Bon alors, il y a deux manières de parler du Covid. Soit tu parles du Covid en mode est-ce que tu y crois, est-ce que tu y crois pas, est-ce que tu t'es vacciné, t'es pas vacciné, etc. Mais bon, vaut peut-être mieux pas le faire parce que je connais ton point de vue, tu connais le mien et je pense que la vidéo pourrait peut-être se faire bannir si on commence à trop rentrer dans les détails. Donc il vaut peut-être mieux profiter de tout ce qu'on a dit et pas trop parler de ça. Et puis en plus je pense que ça pourrait vraiment diviser l'opinion aussi. Peut-être pourquoi pas une fois faire un épisode seulement là-dessus, on verra bien. Mais pour parler vraiment du Covid maintenant par rapport au business, comment toi t'as perçu ça et quelles ont été en fait les répercussions dans ton business? Toi c'est un business 100% en ligne, ça a fait quoi? Est-ce que ça a été la même chose, beaucoup moins bien ou beaucoup mieux le Covid? Clairement, c'est là où ça a explosé, quoi. Et ça a changé aussi les habitudes des gens, tu vois. Donc, les gens achètent beaucoup plus en ligne maintenant. Et grâce à ça, ça m'a permis de vendre beaucoup plus en ligne. Et clairement, je peux pas me voiler la face. Depuis qu'il y a eu le Covid, c'est parti, quoi. C'est là où j'ai commencé vraiment à exploser dans le milieu entrepreneurial. Le e-commerce a explosé à ce moment-là. Ça a eu que des répercussions positives. Et d'ailleurs, il y a eu tellement de règles que, moi, ça m'a pas vraiment empêché de faire ce que je voulais. On est quand même parti en vacances. On a quand même fait plein de trucs parce que quand tu as de l'argent, tu fais un peu ce que tu veux. Et du coup, non, moi, c'était que du positif. Le seul point négatif, c'est que j'ai grossi. Parce que on était tout le temps à la maison et je faisais que manger et que j'avoue que j'avais la flemme de faire du sport parce que j'arrivais pas à me forcer à aller courir ou des trucs comme ça. Et ça a été fermé. Donc ça, j'avoue que c'était le seul point négatif qu'il y a eu. Mais honnêtement, on a profité à fond avec ma copine, on était tout le temps ensemble, ce qui nous a aussi permis de se connaître beaucoup mieux, etc. Donc moi, honnêtement, le Covid, je l'ai bien vécu. Ouais. Je l'ai vraiment bien vécu. Comme je t'ai dit, j'ai pas trop aimé comment ça s'est passé, mais voilà. Ouais, c'est ça. Mais moi, le Covid, bizarrement, pas bizarrement, mais pour le business, ça a explosé aussi pour nous parce que c'était un business 100% en ligne. Donc, pour pratiquement toutes les personnes qui avaient un business en ligne, ça a explosé. Et même personnellement, honnêtement, je l'ai bien vécu parce que c'était la première fois depuis que je suis né où j'ai eu vraiment l'impression que le monde s'était enfin arrêté, tu vois. Ouais. Une pause, tu vois. La pause où c'est pas juste la Belgique qui s'arrête ou l'Europe, c'est vraiment le monde entier où tu sais que même à l'autre bout du monde, les gens sont dans la même situation que toi. Et moi, ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir me rapprocher plus de ma famille, tu vois, de passer du temps, continuer ton business, mais cool, quoi, tu vois, d'arrêter de courir trop aussi. Franchement, ça a fait du bien. Et c'était ce que je disais avec des potes la fois passée. On se disait, putain, ce serait bien, pourquoi pas, tu vois, de temps en temps, d'avoir un confinement d'un mois ou deux, une fois tous les 2 ans, tu vois. Franchement, parce qu'il y a eu du positif à retirer aussi, tu vois. Et justement, hier, j'étais occupé de tourner un podcast avec un autre gars qui disait que lui, c'était, si par exemple, j'en sais rien, il pleuvait dehors ou que tu avais des situations négatives dans ta vie, soit tu avais deux choix, soit tu te plains et tu fais rien, ou soit tu transformes le négatif en positif, tu vois, de la manière dont tu vas réagir. Et je pense que pendant le Covid, des personnes comme toi, comme moi et d'autres personnes qui avaient justement ce mindset-là d'aller de l'avant, etc., on a tous su prendre profit en fait du Covid, de la pandémie, que ce soit pour notre business, mais aussi pour notre vie personnelle. Et ça, c'est bon dans tous les domaines de la vie. Dès qu'il t'arrive quelque chose de négatif, essayer de te dire, OK, je prends du recul, comment est-ce que je peux transformer ça en positif, quoi. Ouais, surtout que tu prends un recul de fou et que tu te dis, ah ouais, mais la vie, en fait, ça tient à rien et le monde peut s'arrêter en un coup. Et encore une fois, moi aussi, j'ai eu cette discussion avec un pote récemment. Il disait, ouais, mais c'est vrai que ça peut être bien, un petit confinement de temps en temps, ça fait du bien, tu vois. Et après, c'est clair qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi et il y a eu plein de choses horribles qui se sont passées. Et c'est pour ça que je dis que ça s'est pas bien passé. Mais pour les gens comme nous qui ont eu la chance de prendre du recul et d'avoir un peu une autre perspective là-dessus, pour moi, c'était super bien, tu vois. Et en plus, moi qui adorais sortir, ça m'a un peu forcé à plus sortir. Pareil, et à partir de ce moment-là, tu sais que je sors beaucoup moins depuis ça parce que j'ai appris à me satisfaire des choses beaucoup plus simples, tu vois, que de devoir sortir, tout ça, quoi. Ouais, pareil. Moi, c'est vrai que j'aime bien sortir, genre, surtout en été parce qu'il fait bon, t'es à la plage avec des potes, t'aimes bien sortir en boîte, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais été aussi calme dans ma vie depuis qu'il y a le Covid et j'ai même pris l'habitude de plutôt faire des trucs chez moi, tu vois, avec mes potes que d'aller quelque part, sortir et tout
ça. Et en fait, je me rends compte que je préfère ça finalement. C'est même pas que j'ai pris l'habitude, c'est que je me rends compte que je préfère ça que de suivre la foule, tu vois, d'aller en boîte, etc. Ouais. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses aussi. Et maintenant, la question que je veux te poser, c'est maintenant le Covid. Donc, il s'est passé tout ça. En fait, quelles leçons t'en tires? Pour te donner un exemple, moi, en fait, le Covid, ça m'a fait réaliser énormément de choses sur comment fonctionne le monde de manière générale. Mais ça m'a aussi fait prendre conscience que, tu vois, le monde peut partir en couille du jour au lendemain et que j'ai besoin vraiment de diversifier tout dans ma vie, en fait, que ce soit professionnel ou privé. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, je me dis, je vais plus mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais pas investir qu'en Belgique. Il y a la guerre en Russie-Ukraine, tu vois. On sait pas ce qui peut se passer. Demain, ça peut éclater à Bruxelles, tu vois, le centre de l'Europe, ça peut éclater là, venir ici. Ton appartement, il peut disparaître. Tu vois, je connais un gars en Ukraine. Le mec, en fait, il était venu vivre à Dubaï et il disait, ouais, j'ai un appartement en Ukraine, etc. Mais je peux plus retourner. Je disais, bah, pourquoi? Parce qu'il dit, bah, parce que mon appartement, il n'existe plus. En fait, il y a une bombe qui a été dessus. Tu vois, son appartement n'existe plus. Ouais. Et comment ça se passe? Est-ce que tu as des garanties? Est-ce qu'il y a des aides de l'État qui vont arriver? Je pense pas. Tu vois, quand il y a une guerre, je pense que tout redémarre de zéro. T'es juste dans la merde, en fait, tu vois. Et donc, c'est pour ça que même au niveau de l'immobilier, ben, je me dis, il faut que j'ai de l'immobilier. Par exemple, en Espagne, tu vois, j'aimerais bien investir de l'immobilier après, donc vraiment sur d'autres continents, comme par exemple, pourquoi pas Dubaï ou même les États-Unis. Donc, moi, je suis vraiment dans cette optique-là de me dire, il faut que je diversifie un maximum mon argent, pas tout mettre au même endroit, diversifier dans de l'or, les montres, les cryptos, un peu d'argent sur le compte bancaire, etc. Pour me dire, si un jour ça part en couille, ben, du jour au lendemain, je peux partir et continuer à vivre parce que j'ai diversifié, tu vois. Est-ce que toi, tu as aussi ce même état d'esprit-là et comment tu as vécu en fait l'après-Covid? Est-ce que tu as retiré des leçons similaires ou même différentes à celles-ci? Moi, c'est exactement comme toi. Et comme tu dis, on a un peu vu comment le monde fonctionnait et comment les États un peu jouent avec les gens, en fait. Tu vois, comment ils profitent. C'est eux qui tiennent les rênes de tout. Et c'est vrai que t'en tires des leçons dans le sens où tu as vu tous les gens qui avaient des business physiques qui se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas dépendre que de ça. Et que pour eux, ils sont partis. Il y a des gens que je connais qui gagnaient beaucoup d'argent avec leur business physique et à cause du Covid, ils ont fait faillite et ils n'ont plus d'argent, tu vois. À fond, parce qu'ils dépendaient que de ça. Et moi aussi, un peu comme toi, j'essaie vraiment de divertir un max, tu vois. Alors oui, pour l'instant, ma seule source de revenus, c'est le e-commerce. Mais bon, je fais pas qu'une boutique e-commerce, j'ai plein de shops, j'ai plein de trucs. Et j'ai des associations avec des gens, etc. Donc vraiment, ça, j'ai plusieurs sources de revenus. Et en plus, j'essaie d'investir dans plein de choses. Mon prochain achat, ce sera un bien immobilier aussi. C'est mon prochain gros achat. Mais aussi, encore une fois, j'essaie vraiment de mettre de l'argent sur plein de comptes, d'avoir un peu de crypto, d'avoir un peu de bourse, maintenant l'IMO, des montres, etc. Parce que, comme tu dis, le truc, c'est que on ne sait jamais ce qui arrive. Tu as vu ce qui se passe en Chine en ce moment, c'est la folie. C'est incroyable. Alors que la Chine, c'est censé être l'endroit qui tourne le plus vite au monde, etc. Et maintenant, c'est tout en train de dégringoler, quoi. Et du coup, tu ne sais pas où ça peut arriver. Ça se trouve, ça va arriver en Belgique, en France, ça peut arriver, je ne sais pas moi, même Dubaï, je ne sais pas trop, mais... Ouais, mais moi, la vision que j'ai vraiment l'impression en fait que les pays, tu vois, comme Dubaï, maintenant on parle de plus en plus de l'Arabie Saoudite aussi, et c'est pas pour rien, tu vois, que le Qatar déjà avant, tu vois qu'ils ont racheté le PSG, etc. Je pense que c'est vraiment pour que ça rentre dans la tête des gens, petit à petit, qu'après, tu vois, le monde va partir là-bas, et j'ai vraiment l'impression, en tout cas, que des pays, tu vois, comme les Émirats, tu vois, le Qatar, que ce soit l'Arabie Saoudite, peut-être même d'autres pays, etc., que vraiment l'élite du monde va vraiment se trouver là dans les prochaines années, et que moi c'est comme ça que je vois la chose, hein. Peut-être qu'elle est totalement fausse, mais que l'élite va se trouver là et que autour de ces pays-là, donc que ce soit en Europe, Asie, États-Unis, ça va être le chaos et de plus en plus, tu vois. Et que seulement là-bas, en fait, ce sera l'inverse opposé de ce qui se passe ici. Parce que par exemple, moi, je me suis dit, avant de partir à Dubaï, ici, c'est la merde en Belgique au niveau de l'énergie, tu vois. L'énergie, elle a triplé, voire quadruplé, voire même quintuplé pour certaines personnes. Je connais plein de boulangers qui ont fait faillite parce que aujourd'hui, ils doivent payer leur électricité, au lieu de payer 2500 € par mois, ils doivent payer 10 000 € par mois. Tu vois, ils me disaient, si je veux continuer à vivre, je dois vendre mes baguettes à 21 €, mais il y a personne qui va me les acheter, tu vois. Parce que tu as les grandes surfaces qui, elles, n'ont pas eu dose d'énergie parce que les grandes surfaces, les gros magasins ont justement des bonnes relations avec ceux qui vendent l'énergie, ont des contrats béton, et eux, ça va peut-être un petit peu augmenter, mais ça va pas faire du x4 comme pour les petits particuliers, tu vois. Et donc, moi, je vois ça ici en Belgique, puis je pars à Dubaï, et à Dubaï, je vois quoi? Je vois... déjà toute la Coupe du Monde, de stade climatisé, etc. Et puis même là-bas, dans les centres commerciaux, tu as de la clim de partout. Là-bas, en fait, l'écologie, c'est comme si que le mot écologie n'existait même pas, en fait. Tu vois, c'est comme si que c'était quelque chose qu'on avait inventé pour mettre le peuple à genoux et pour pouvoir le contrôler, et que là-bas, ça n'existe pas. Et donc, tu vois vraiment qu'il y a un fossé énorme qui se crée, et que ici, je vais pas dire qu'on se fout de la gueule du monde, mais c'est quand même abusé. Pourquoi une telle différence, en fait, tu vois? C'est ça. Et après, je suis d'accord pour dire que c'est pas les mêmes règles, tu vois, parce qu'on parle souvent de Dubaï, des Émirats, etc. C'est vrai que là-bas, les règles sont vraiment
très faible. Il y a pas beaucoup, il y a beaucoup de règles, mais tu as aussi, sur certains points, il n'y a pas beaucoup de règles. Mais par exemple, au niveau de l'énergie, c'est incroyable. Surtout quand tu vois que ça peut carrément mettre des business en faillite juste pour de l'énergie. À fond, alors qu'au final, et le pire, c'est les foyers. Tu vois, les gens qui doivent payer ça chaque mois, qui ont des salaires de 1500, 2000 euros, ils ont des factures d'électricité de 1000 euros. Comment tu fais, tu vois, comment tu fais? Et oui, ils vont faire des aides, etc. Mais ça, c'est du foutage de gueule, quoi. Et c'est vrai que je comprends pas trop comment ils arrivent à faire ça. Et tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand il n'y a pas le Covid, il y a l'électricité. Quand il n'y a pas ça, il y a ça. Et dans 2 ans, ça va être quoi? Tu vois, ça va être un autre problème. Quand tu vois avec les voitures ici aussi en Belgique, c'est un truc de fou. La taxation de ça, alors que, il faut juste un peu se renseigner. Et tu vois que par exemple, pour faire une voiture électrique, ça coûte, ça pollue, mais tellement, tu vois. Et surtout que les grosses voitures aujourd'hui, c'est des voitures qui sont hyper aux normes. Et donc, c'est juste pour dire, t'as une grosse voiture, on te taxe. Et en plus, en Belgique, c'est un énorme débat, mais c'est tellement mal géré au niveau de. T'as 55 ministres, 300 trucs. C'est comme ici, je sais pas si t'avais vu, là, il y a des ministres, je sais plus de quoi. De la Belgique qui sont partis à Dubaï, ils ont claqué genre 25 000 euros en un week-end et ils ont été démis de leur fonction, mais c'est avec l'argent du peuple, quoi, tu vois. Mais quand tu vois ça, mais tu te dis, mais what the fuck, pourquoi est-ce que je paye mes impôts en Belgique? C'est l'hypocrisie. Mais vraiment, tu vois, mais quand tu vois des trucs ainsi, mais tu te dis, mais on nous prend vraiment pour des guignols, quoi, tu vois. Et pour rebondir sur les voitures, pareil, c'est pas le sujet du podcast, mais c'est intéressant aussi qu'on en parle. C'est que moi, ça me fait rire quand même parfois quand je vois les gens qui disent, oh, moi, je vais acheter une voiture électrique, voilà, pour être un peu écologique, pour sauver la planète et tout. Mais what the fuck, une batterie, ça pollue mais 10 fois plus qu'une voiture qui va rouler pendant 30 ans à l'essence, quoi, tu vois. Une batterie, il y a rien de plus polluant, quoi, tu vois. Et c'est juste parce que derrière, tu as des lobbies qui font pression pour vendre des voitures électriques. Regarde comme avant, ici en Belgique, en tout cas, c'était comme ça. On roulait à l'essence. Après, on nous a dit non, il faut rouler au diesel, c'est mieux, ça pollue moins. Et puis, tout le monde achetait des voitures diesel et maintenant, on est revenu à l'essence, tu vois. Après, on nous a dit acheter des voitures hybrides parce que vous n'allez pas devoir payer de taxes de mise en circulation, tu vois. Sauf qu'après, ils ont changé le quota de CO2, 2 grammes de CO2 et le quota a changé du jour au lendemain, mais tout le monde a dû repayer sa taxe de mise en circulation, mais c'est abusé, quoi, tu vois. Et ça, il y a dans plein de domaines et tu vois que même par exemple par rapport aux voitures, je t'ai beaucoup renseigné là-dessus et tu vois qu'il y a des startups qui ont bossé hyper dur, tu vois, qui ont réussi à créer des moteurs à hydrogène, tu vois, qui ont réussi à créer des moteurs avec un mélange d'eau et un autre combustible mais que tu trouves partout sur la planète, tu vois. Et soit ces gens-là ils sont discrédités tout de suite, ou soit on leur achète leur brevet à des millions d'euros. C'est des grands groupes pétroliers qui leur achètent et comme ça, après on les entend plus, on continue à vendre le pétrole, on continue à vendre l'électricité. Comme ça, il y a des gens qui ont le monopole dessus, ils peuvent choisir les prix qu'ils vont mettre, tu vois. T'as pas différents acteurs de marché, c'était comme avant en Belgique, t'avais qu'un acteur de marché sur la téléphonie, c'était Belgacom, tu vois. Et du coup, ils pouvaient mettre les prix qu'ils voulaient parce qu'ils étaient seuls. Après, t'as commencé à avoir les autres concurrents, t'as UBS qui arrivait, Mobistar, etc., Orange, qui s'appelle Orange maintenant. Et du coup, c'est toujours comme ça dans un marché. Quand t'as qu'un acteur, tu peux vraiment manipuler le marché comme tu veux, mettre les prix que tu veux. Quand t'as beaucoup de concurrence, là, justement, les prix ont tendance à diminuer. Et c'est vrai que c'est vraiment pas bon, justement, d'avoir qu'une seule source, une seule personne, tu vois, qui te donne de l'énergie, etc. Parce qu'en fait, là, il peut te mettre à genoux avec un coup de fouet, en fait, directement. Ouais. Et ça, c'est abusé, quoi. Une autre question qui est toujours intéressante, tu vois, pour les gens de notre âge, etc., ou plus vieux ou plus jeunes qui veulent se lancer aussi, que j'aime bien poser, parce que moi, c'est une question justement qu'on me pose aussi aujourd'hui, tu vois, ma communauté sur Insta, etc., c'est tu commencerais par quoi si aujourd'hui tu devais commencer un business, tu vois. Si toi aujourd'hui tu devais recommencer de zéro un business, tu irais par où? Tu commencerais par quoi? Est-ce que tu ferais la même chose ou tu ferais différemment, en fait? Mais honnêtement, ce que je ferais, c'est que aujourd'hui, je trouverais un truc qui m'attire et je me formerais là-dedans et je vendrais un service ou bien je développerais un de mes skills à fond et puis, comme je t'ai dit, je vendrais soit un service, soit je mettrais en valeur avec des promotions, etc. Mais après, tu vois, aussi un truc que je dis aux gens, parce que les gens qui ont peur de se lancer disent oui, mais moi, j'ai pas envie de faire du dropshipping, tu vois, j'ai pas envie de faire du e-commerce. Mais je te dis pas de faire du e-commerce. Il y a des millions et des millions de business en ligne que tu peux faire. Tu peux faire comme ton pote écrire, tu fais du copywriting, tu peux faire des sites web, tu peux avoir une agence, tu peux faire des trucs OnlyFans. J'ai un pote qui veut faire des trucs OnlyFans, c'est une super bonne idée, tu vois. Après, on va voir comment c'est perçu ici en France, Belgique, mais il y a tellement d'idées de business. Il faut juste que tu choisisses ton truc qui t'attire plus ou moins et tu te mets à fond là-dedans. Et moi, c'est ce que je ferais si je devrais recommencer maintenant, c'est choisir un truc. Et surtout, une erreur que beaucoup de gens font et que j'ai un peu fait, mais pas trop, parce que c'est ce qui m'a permis vraiment de bien évoluer, c'est avoir le syndrome de l'objet brillant, tu vois. Le truc où
t'es sur un business, tu dis ça a l'air sympa, je vais essayer ça a l'air sympa, je vais essayer ça. Et ça, j'ai un pote qui a eu ça tellement de fois, mais du coup, il a tellement stagné et maintenant, il a enfin compris qu'il devait se mettre que sur un truc et là, ça commence à bien marcher. Et du coup, moi, si je devrais donner un conseil, c'est vraiment choisir un truc et tu te focuses que là-dessus parce que vaut mieux être bon, enfin, être le meilleur dans une chose que d'être moyen dans plusieurs choses, tu vois. Ouais, à fond. Donc, voilà. Ouais, mais je te rejoins et surtout, le plus important, je pense que c'est avant de choisir un business, c'est de surtout choisir un business autour d'une passion, en fait. Tu vois, c'est pas étape numéro 1, choisir un business, étape numéro 1, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que t'aimes, et à partir de là, trouver un business, et là, t'en as plein, en fait. Parce qu'en fait, tu peux créer un business autour de tout, tu vois. Genre là, je vois en face de moi, j'ai un radiateur, mais tu peux créer un business dans les radiateurs. Tu peux vendre des radiateurs, tu vois, les trouver chez des fournisseurs, les vendre chez des particuliers. Tu peux aussi vendre des décorations de radiateurs, tu vois. Ça me vient comme ça, mais tu vois, j'ai vu mon architecte intérieur, il m'avait proposé, je me souviens, genre des caches à mettre sur les radiateurs, tu vois. Tu peux mettre genre une boîte noire autour du radiateur avec même un dessin dessus comme un cadre, etc. En fait, t'as pas l'impression que le radiateur est là et en fait, la chaleur se diffuse encore plus à travers ce truc-là. Et donc, en fait, tu peux créer du business autour de tout, tu vois. C'est tout bête ce que je viens de dire, mais tu peux vraiment créer du business autour de tout. Et justement, c'est intéressant de parler de ça parce que ça, justement, c'est une question qu'on voit de plus en plus et ça se développe de plus en plus parce que t'as plus en plus de personnes qui commencent à faire des vidéos là-dessus sur Internet, c'est justement OnlyFans, tu vois. Ça, je pense que c'est intéressant qu'on en parle et il y a pas mal de gens qui commencent à voir l'opportunité, etc. Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est une opportunité ou c'est du bullshit, ça marche pas en fait? Ça dépend, t'es de quel côté de la plateforme, si c'est toi, si c'est toi la personne... Admettons, quand je parle d'OnlyFans, tu as une agence et tu gères par exemple des meufs, tu vois, qui vont vendre des photos d'elles ou des vidéos, etc. quoi. Bah écoute, moi je trouve que c'est un super business, tu sais pourquoi? Parce que en fait, c'est un business qui joue sur l'addiction des gens, tu vois. Et les gens, ils sont addicts à tout ce qui est pornographie. Je dis pas que c'est le business le plus éthique, tu vois, mais malheureusement ou heureusement, je sais pas, la pornographie, c'est un business qui ramène tellement d'argent. C'est un truc où les gens, ils sont accros à ça, tu vois, ils sont accros à tout ce qui est pornographie, sexe, etc. Et du coup, c'est un business qui traite là-dessus, entre guillemets, et moi, je pense que c'est quelque chose de super parce qu'en plus, tu dois même pas. Tu gères des modèles, donc c'est un vrai business. Tu vois, les gens, ils pensent que oui, tu fais du OnlyFans. Si tu es le modèle, c'est différent, mais je veux dire, tu as une agence. Ça veut dire que tu dois gérer des gens, tu dois gérer des employés, ça dépend. Et en plus, moi, j'ai vu des gars, ils gagnent tellement d'argent avec ça, tu vois. Et après, ça dépend encore une fois de toi, de ce que tu veux. Mais par exemple, mon pote qui veut se lancer là-dedans, c'est un mec. Il a toujours eu facile avec les meufs, tu vois. Donc, il a toujours eu facile, il a toujours eu plein de meufs, etc. Et il a envie de faire du business, mais il a jamais vraiment accroché avec le e-commerce. Mais il savait pas trop un truc il trouvait pas trop un truc qui lui plaisait. Et là, récemment, c'est mon meilleur ami, hein, et il me disait, ouais, putain, mais j'ai vu ce truc OnlyFans, ça me tente vraiment bien. Et genre vraiment, et vu que c'est un truc qui le tente vraiment bien, à chaque fois, il m'en parle. Chaque fois que je le vois, il m'en parle, il me fait là, je vais juste terminer mon stage et je vais acheter la formation et je vais faire ça, je m'en fous, je vais le faire. Et je l'ai jamais vu autant comment dire, animé par un truc parce que c'est un truc qui lui parle, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça, il y a tellement d'opportunités que tu as juste trouvé un truc qui te parle. Et moi, je pense qu'OnlyFans, c'est un peu un très bon truc. Je crois qu'en France, c'est genre Mime ou un truc comme ça. Ouais, il y a les deux, en fait, ouais. Ouais, c'est ça. Mais toi, qu'est-ce que tu penses justement du fait que... Parce que moi, je connais des gars, tu vois, qui gèrent OnlyFans, mais plutôt sur le marché hispanique, tu vois. Ouais. Parce que moi, ce que je remarque, c'est que la différence des filles, tu vois, en Europe occidentale et les filles, par exemple, de l'Amérique du Sud, ont une mentalité justement au fait, tu vois, au fait de pouvoir faire des photos dénudées ou des trucs comme ça, totalement différentes, en fait, de la mentalité en Europe. Je dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Mais du coup, est-ce que tu penses que faire OnlyFans avec, par exemple, des filles en Europe, ça peut aussi bien marcher qu'avec des filles, justement, tu vois, des pays plus comme l'Amérique du Sud ou l'Espagne ou des trucs comme ça, quoi? Écoute, moi, je pense que ça doit être un peu plus compliqué parce que après, il y a tout style de filles qui existent partout, tu vois. Mais je pense quand même que ça doit être un peu plus compliqué parce que les mentalités, surtout en francophonie, donc France, Belgique, etc., c'est des mentalités un peu très fermées. Et du coup, déjà, tu associes la nudité avec les business en ligne, déjà, ça, c'est pas très bien vu. Alors en plus, tu associes la nudité avec le fait de se faire de l'argent. Je sais pas trop. Après, je connais des gens quand même. Surtout avec une fille qui, aux yeux des gens, va paraître plus comme un objet en fait sexuel que vraiment une fille. Et c'est ça. Et je sais pas si tu avais vu genre une bête interview sur TPMP. C'est juste une anecdote où ils avaient interviewé une meuf qui faisait du OnlyFans et genre ils se foutaient littéralement de sa gueule, tu vois. Et là, bon après, je dis pas qu'elle était très 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 smart la personne, mais
si elle veut le faire, laisse-la faire sans la juger, tu vois. Et là, ils étaient là en lui disant, oui, toi, t'es une business girl. Enfin, ils se foutaient vraiment, littéralement, de sa gueule, tu vois. Et ça, c'est un truc, c'est pour ça que je sais pas trop. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que pour toi, c'est un business éthique ou pas? Des deux parties, donc par exemple, s'il y a quelqu'un qui va gérer justement une équipe de filles qui vont poster des trucs, est-ce que déjà la relation entre cette personne-là et les filles, c'est quelque chose d'éthique? Et puis la relation entre les filles et leur communauté, de poster des photos dénudées, est-ce que pour toi, c'est un business éthique ou pas? Ben, ça, c'est une question. Je donne mon point de vue, hein, mais à partir du moment où tu as des gens qui sont consentants, je vois pas ce qu'il y a de pas éthique, tu vois. Le seul truc que c'est vrai que j'avais entendu comment ça se passait un peu, qui était peut-être un peu moins éthique, c'était que, par exemple, tu avais des chatteuses. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils vont payer des gens aux Philippines pour parler à leurs clients, à leurs followers, pour un peu les exciter et leur donner envie d'acheter. Et ça, c'est vrai que c'est une business practice qui est, je sais pas si c'est ultra éthique, mais par contre, le fait d'avoir des filles qui vendent leur corps parce qu'elles ont envie de se faire de l'argent, et encore, elles ne vendent pas leur corps comme des prostituées, elles les vendent contre des images. Et il y a différentes manières aussi. Ouais, c'est ça, il y en a qui vont vraiment pousser le truc très loin en mode vraiment pornographie. Et il y a d'autres personnes que je connais qui gèrent justement des modèles où c'est pas du tout pornographique, c'est plutôt style modèle, etc. Tu vois. Et soutien-gorge, etc. Ça dépend, ouais. Mais du coup, c'est pour ça que moi, je pense que ça dépend. Vraiment, ça dépend. Je pense pas que c'est un business pas éthique parce que si tu le fais bien, c'est comme tous les business, si tu le fais bien, ça reste éthique. Donc la fille va être consentante, elle va dire oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Toi, tu fais un business qui est tout à fait réglo. Mais après, comment tu le fais, ça dépend encore de la personne, quoi. Tu comprends? Ouais, c'est ça, ouais, exact. Du coup, voilà. Après, ce qui est sympa quand même, c'est que c'est un truc. C'est un nouveau style de business qui émerge, tu vois. C'est un peu différent où tu dois gérer. C'est un peu comme si tu gérais, on va dire, une agence de mannequins, on va dire, entre guillemets. C'est un peu, mais digital. Et mais moi, en fait, j'ai pas lancé ce business-là, mais j'ai lancé un business différent que j'ai quitté avec mon ex-associé que tu connais aussi. Et en fait, je l'ai un peu comparé au OnlyFans parce que nous, justement, on gérait des influenceurs avec lesquels on faisait des formations, etc. Enfin, où on fait toujours des formations, où il fait toujours des formations, comme moi, j'ai quitté. Et en fait, ce que je trouvais compliqué dans ce business-là, la chose la plus difficile, c'était de maintenir en fait une relation avec les influenceurs pour qu'ils fassent ce que tu voulais que toi tu fais, tu vois. Pour qu'ils fassent ce que toi tu veux, en fait. Et avec OnlyFans, c'est la même chose, en fait. Tu gères des personnes et tu gères de l'humain, tu gères pas un logiciel, tu appuies pas sur un bouton et le logiciel va exécuter ton truc. C'est que tu gères de l'humain, tu peux pas appuyer sur un bouton, tu dois lui dire, la manière de lui dire va être perçue parfois différemment, et en fonction de l'humeur de la personne, elle va peut-être le faire différemment, tu vois. Donc nous, avec les influenceurs, je me souviens, on leur demandait de suivre un plan de communication, un plan marketing, mais ces influenceurs-là, ils ont leur ego, et donc parfois, ils vont pas suivre son plan marketing parce que pour eux, ils savent mieux marketer que toi, en fait, tu vois, alors qu'ils n'ont jamais rendu de formation, etc. Et donc, c'était parfois très difficile à gérer. Donc, je pense que la partie la plus difficile dans le business OnlyFans, c'est justement de gérer de l'humain, et parfois de l'humain qui est pas facile, parce que parfois, c'est des filles qui veulent gagner vite de l'argent, et les caractères, etc., sont différents d'une personne à une autre, et ça peut parfois être très difficile à gérer. Donc, je pense que c'est vraiment ça le point négatif du business, c'est justement de la gestion d'humain. Aller dans ce business-là, parce que je sais que c'est pas quelque chose de facile, quoi. C'est un peu, si on peut comparer ça, comme tu as dit, c'est un peu comme avec les influenceurs. C'est pour ça que moi, j'ai jamais vraiment accroché avec les influenceurs. C'est que c'était, oui, un business model très rentable, mais ils en faisaient qu'à leur tête, quoi. C'était de pire en pire, tu vois. Vraiment, ils se prenaient pour des gourous du marketing, des génies, alors qu'ils connaissaient rien du tout, et t'envoyaient des scripts. Moi, j'avais fait quelques placements, et ça, c'était n'importe quoi, tu vois. Et enfin, on en avait fait plein. Et j'aimais pas, tu vois. J'aimais pas ne pas avoir ce contrôle sur ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est vrai que gérer l'humain, c'est pas évident, je pense. Ouais, c'est clair. Ouais, avec les influenceurs aussi, ça m'a rendu fou pas mal de fois. Mais justement, pour parler justement des influenceurs, c'est intéressant que tu parle de ça, parce que je t'avais pas posé la question. Et je crois que c'est important qu'on revienne là-dessus aussi. C'est par rapport à ton business à toi. Comment tu fais pour vendre justement en e-commerce? En fait, tu utilises quelles sources d'acquisition de trafic et pourquoi tu utilises ces sources-là, en fait? Ben justement, c'était un truc. Au début, on a commencé avec les influenceurs. Je t'avoue que ça n'a pas trop marché pour nous et que j'aimais pas trop. Et puis après, on a découvert Facebook, donc l'advertising Facebook. Et là, c'est là où je suis devenu vraiment je veux dire, mon domaine de prédilection, c'est Facebook Advertising. Et là, depuis plusieurs mois, comme je t'ai dit, depuis que j'ai tout restructuré et que j'ai envie d'un truc plus ou moins à long terme, etc., maintenant, on est présent sur Omnichannel, on appelle ça. Donc, on fait du Facebook, on fait du Google, on fait du Pinterest.
un peu de TikTok, etc. Et ça permet vraiment d'avoir une stabilité, surtout quand tu essaies de faire dégrossir quelques marques. C'est un truc vraiment hyper puissant et qu'on a tendance à négliger. Et aussi que je pourrais donner comme conseil aux gens, c'est pas toujours voir court terme, tu vois. Le fait de se dire, ok, t'as un produit qui marche, boum, je le saigne, et puis après je passe à autre chose, c'est pas toujours la bonne solution, et plutôt se dire, ok, là j'ai un truc qui marche, comment est-ce que je pourrais vraiment l'exploiter au maximum et essayer de faire en sorte qu'un maximum de personnes le voient, et penser un peu en dehors de ma zone de confort, et pas dire que je vais faire que du Facebook, que des influenceurs, mais qu'il y a tellement de réseaux sociaux, même Twitter, tu vois, Twitter, Pinterest, YouTube, les publicités YouTube, c'est un truc de fou, hein, ça marche super bien. Google, du coup, YouTube, ça appartient à Google. TikTok, maintenant, c'est le truc à la mode. Ouais, justement, que tu parles de TikTok, est-ce que il y en a beaucoup qui le comparent, tu vois, au nouvel Eldorado de Facebook des années 2017-2018. Comment toi tu le vois, la même chose aussi? C'est vraiment un truc de ouf pour ceux qui veulent se lancer, qui veulent commencer et tout? Ben écoute, moi j'avais fait du TikTok advertising plus il y a plus d'un an maintenant. Ouais, d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi je me souviens, en fait, tu vendais des produits donc sur TikTok et vous faisiez des vidéos un peu virales. Je crois que vous les mettiez en publicité et tout. Et un jour, je vois une vidéo passer. Je sais plus si c'était une publicité ou bien si c'était une vidéo qui était devenue virale. Et je vois un gars qui joue avec un produit comme ça. Je vais pas dire le produit ni rien, et j'entends la voix d'un gars. Je me dis, mais putain, mais ce mec, c'est Martin, donc ton associé, tu vois. Et en fait, moi, j'avais vu une de vos vidéos, et donc là, c'est comme ça que j'avais découvert ton shop, parce que justement, j'avais vu une vidéo. On s'en fout. Moi, je peux parler du produit. Hein, c'était la boule volante là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était ça. Et ce produit a été viral. Mais en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'étais un peu en avance sur les gens sur TikTok en marché francophone, parce que j'avais vu les gens aux États-Unis qui le faisaient de plus en plus et qui en parlaient. Et je me suis dit, vas-y, je vais le faire au marché francophone. Tu vois, et j'étais quand même assez en avant. Et les gens en parlaient pas encore sur YouTube. Et du coup, c'est à ce moment-là, l'année passée, c'était ultra rentable pour nous. Et au fur et à mesure, c'est devenu un truc. Oui, c'est un peu l'Eldorado, un peu le Facebook de 2017, mais de moins en moins, parce que maintenant, il y a eu un truc aussi avec les réseaux. Je pense que c'est un peu à cause des réseaux sociaux où les gens, dès qu'ils voient un endroit où tu peux te faire de l'argent, ils se ruent tous dessus, tu vois. Et du coup, là, c'est devenu de moins en moins rentable. Pour beaucoup de gens, encore je connais, c'est ultra profitable, mais du coup, les gens, ils pensent qu'il n'y a que ça. Et du coup, moi, ce que j'ai fait encore une fois là, c'est là où tout le monde s'est rué sur un truc. Moi, je me suis mis sur un autre truc, je me suis remis sur Facebook. C'est devenu un peu plus compliqué parce qu'il faut faire quelques petites manipulations pour pas se faire bloquer et tout ça. Mais une fois que tu as des bonnes structures en place, maintenant, Facebook, c'est redevenu comme en 2020. Hein. C'est ultra cheaté, vraiment, c'est ultra rentable. Hein. Et les gens, ils se ruent sur un truc. C'est intéressant que tu dis ça sur Facebook. Est-ce que tu penses que c'est parce que justement il y a eu trop de monde d'un coup, un peu comme dans les crypto-monnaies, donc du coup le marché se casse la gueule parce qu'il y a eu trop d'abus dans tous les sens, donc tu as besoin d'un moment de régulation avant justement que ça reparte? Est-ce que tu crois que c'est pour ça? Moi 100%, je pense 100% que c'est le cas, parce que c'est encore une fois, comme je t'ai dit, c'est les gens ont vu ce truc de TikTok, ça coûte pas trop cher, du coup tu peux faire beaucoup d'argent en peu de temps. Mais le problème de TikTok, il y a plein de problèmes dans le sens où c'est pas très stable, ça demande beaucoup de création de contenu, donc de créative, etc. Et les gens, ils ont eu ce truc en mode ouais, mais Facebook, t'as des blocages, c'est chiant à manager, etc. Alors que derrière, encore une fois, moi ma règle numéro 1 dans la vie, c'est t'as un problème, t'as une solution. C'est comme ça que je vois les trucs, tu vois. Et donc, on avait des problèmes, on a réussi à régler ces problèmes, et maintenant, ça marche super bien, et il n'y a pas de concurrence, parce que on est les seuls à avoir des bonnes structures, parce que j'ai pris des informations un peu partout, et je suis passé sur le marché francophone. Et encore une fois, ça revient au truc de la zone de confort. J'ai rencontré des gens qui viennent des Pays-Bas, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Angleterre et tout, et qui ont différentes façons de penser. Et j'ai appliqué leur stratégie, et ça m'a permis là d'avoir des revenus stables, et pas de toujours suivre la foule, tu vois. J'ai des amis, ils avaient commencé avec Facebook, ils avaient eu trop de problèmes, et du coup ils se sont mis sur Pinterest, tu vois. Pinterest, c'est un truc que pas beaucoup de gens en parlent, et pourtant c'est un truc de fou, hein. Et là, vraiment, en un an, ils ont généré, je crois, plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec des 30% de profit, hein. Donc c'est vraiment hyper bien, on sent du dropshipping. Et maintenant, ils font que du Pinterest, et ça se passe super bien pour eux. Et c'est un truc que pas beaucoup de gens en parlent, mais il y a plein, tu peux faire avec plein de Snapchat aussi. Snapchat aussi, c'est tellement personne n'en parle, mais pourtant c'est des réseaux sociaux où tu as des millions de gens qui sont dessus, tu vois. C'est vrai, ouais. Et du coup, la concurrence est beaucoup plus faible sur ces plateformes. Et il faut vraiment pas négliger ça, tu vois. Google aussi, Google, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Et toi aujourd'hui, justement, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans justement que tu fais vraiment du e-com à plein temps. Comment tu gères ton équipe? Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe, pour savoir un petit peu justement comment tu as mis ça en place, comment tu gères tout ça? Écoute, déjà, moi, j'ai pas envie d'être hypocrite, et j'ai pas envie de dire que j'ai genre une équipe avec des employés, etc. C'est plus vraiment des gens avec qui je travaille, des collaborateurs, tu vois, un peu comme toi, genre des indépendants, etc.
Mais on est donc on a mon SAV, j'ai mon agent en Chine qui s'occupe de tout comme pour gérer les commandes, etc. Puis je travaille avec 2 freelances qui s'occupent de la bonne gestion des sites, etc. Et puis j'ai mon pote qui lui m'aide au bon fonctionnement de tout le business, donc on doit être 5-6. Et je travaille avec pour par exemple les publicités Google, j'ai délégué ça à une agence de Google carrément qui eux s'occupent de tout ça. Du coup on doit être quoi 5-6. Et ouais, maintenant ce que je fais le plus souvent c'est un peu c'est plus manager, de dire ok là j'ai envie que ce site-là, il faut tester des nouvelles choses, mettre en place des choses et pas toujours, tu travailles sur ton business et pas dans ton business, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai toujours essayé de faire et que j'ai eu du mal parce qu'avec le e-commerce, c'est pas évident parce que t'as envie d'avoir un peu la main mise sur tout. Mais depuis que j'ai appris à faire ça et un peu plus délégué, c'est vrai que ça m'aide beaucoup, tu vois. Mais du coup, ouais, on doit être 5-6 et j'ai déjà essayé d'avoir plus de gens dans l'équipe pour déléguer un maximum, mais j'arrive pas parce que c'est trop dur à gérer et surtout que au final, ça demande plus de travail que quand t'en avais moins. Du coup, c'est un peu contre-productif. Ouais, je te rejoins à fond là-dessus. Moi, pareil, parfois j'essaye, je me dis on va mettre ça en place, on va mettre ça en place, on va mettre ça en place, donc il faut recruter, tu vois. Et en fait, ça alourdit la machine à fond. Et en fait, ces détails-là que tu veux mettre en place, c'est pas ça qui va vraiment changer ton business de ouf, tu vois. Autant pas les faire et mettre ton focus, le focus que tu vas mettre sur ces petits détails-là, autant les mettre sur ce qui te rapporte vraiment de l'argent, en fait. Et moi, je me suis rendu compte de ça aussi. Et en fait, parce que t'en veux toujours plus, et en fait, t'as tendance plutôt à alourdir la machine que de la faire avancer plus vite, en fait, tu vois. Au lieu de la pousser, t'as tendance plutôt à mettre genre des briques dessus pour la ralentir en pensant qu'elle va aller plus vite. Enfin bref, c'est assez spécial, mais je te rejoins là-dessus. Et maintenant, pour un petit peu voilà, conclure ce podcast, etc., comment toi tu vois le futur au niveau premièrement de ton business? Est-ce que tu te vois toujours dans le e-com encore des années? Tu vas continuer à faire du dropshipping, à faire des sites, etc., à les revendre? Ou bien est-ce que tu verrais construire un business totalement différent? Comment est-ce que tu vois la suite vraiment dans le business pour les prochaines années, quoi? Bah écoute, c'est une question que je me suis tout le temps posée et que je me pose encore aujourd'hui. Et pour l'instant, je t'avoue que sur le moyen terme, je dirais que je vais continuer ce que je fais, donc vraiment le e-commerce, parce que ça ramène un cash flow de fou et ça me permet vraiment de sécuriser, tu vois, donc tout ce que je gagne, de les mettre, les investir en parallèle. Et au fur et à mesure, bah, dès que j'aurai atteint certains niveaux, pourquoi pas complètement transitionner sur autre chose, tu vois. J'ai pas encore d'idée de quoi. À un moment, j'avais pensé faire une agence de marketing parce que j'avais envie de vendre mes skills, mais comme je t'ai dit, j'aime pas trop avoir à dealer avec des clients et avoir des comptes à rendre pour l'instant, hein. Je sais pas comment ça va être dans 2-3 ans. Mais du coup, ouais, pour l'instant, je t'avoue que je me vois encore dans le e-commerce. Mon but, là, dans les prochaines années, ce serait de construire vraiment des grosses marques où je pourrais faire des beaux exits dessus, les revendre pour des belles sommes. Et puis après, bah, on verra, quoi. Et surtout, j'essaie d'investir un maximum pour que quand, à un certain moment, tout cet investissement soit assez conséquent pour que je puisse me dire, ok, bah, qu'est-ce que je fais, tu vois, je peux être tranquille. Ouais, ok, je vois. Juste, vraiment avant de terminer, je pensais à un truc parce que je pense que c'est important qu'on partage aussi, parce que c'est comme lié au business aussi, même à ton histoire, etc. aussi. C'est un truc qui nous fait kiffer tous les deux, tu vois, c'est les montres, notamment les Rolex, tu vois. On en parlait justement juste avant de commencer le podcast qu'on était posé ici. Et en fait, j'ai envie de terminer le podcast et de terminer la discussion qu'on avait eue sur les montres aussi, pour parler un petit peu de ça. Toi, je sais que tu es passionné de Rolex, etc. On en parle souvent quand on est ensemble et tout. Moi, je voulais te poser la question par rapport au marché Rolex. Comment est-ce que tu vois un petit peu le truc en ce moment? Parce qu'en fait, on a une grosse bulle qui est un petit peu éclatée, mais on a toujours des prix en fait qui sont très élevés au niveau du marché gris. On est en moyenne, je pense, sur du x2 hein, sur la majorité des modèles qui ont entre 0 et 5 ans. Ici, on a appris justement que les boutiques officielles Rolex allaient commencer justement toutes en fait à vendre justement des montres également Rolex de seconde main. On a vu que les prix sont quand même beaucoup plus élevés que le marché gris classique. Comment est-ce que tu vois un petit peu ce marché-là? C'est quoi un petit peu ta vision des choses par rapport aux montres Rolex dans les prochaines années en fait? Tu vois, est-ce que ça reste finalement un bon investissement d'investir dedans ou tu vois qu'est-ce que tu ferais toi? Est-ce que tu continuerais d'investir dans les montres ou bien est-ce que justement tu te calmerais à ce niveau-là maintenant? Ben écoute, justement pour l'instant j'ai qu'une montre, j'en avais acheté une deuxième la dernière fois, mais je t'avoue que
Déjà, moi, ma vision des choses par rapport aux montres, je trouve que des marques comme Rolex, etc., c'est là depuis des dizaines d'années, tu vois. Et il y a toujours eu, c'est comme tous les marchés, il y a toujours eu des hauts et des bas. C'est vrai que maintenant, encore une fois, à cause des réseaux sociaux, ça a pris une ampleur de fou. À fond, ouais. Et du coup, ça a fait que les prix c'était hallucinant. Ouais, je pense vraiment que c'est les réseaux sociaux qui ont dû jouer dans la balance. Ouais, moi, je les pense influenceurs aussi, et tout ça. Ouais, moi, je pense aussi 100%. Enfin, quand tu voyais des modèles en acier, des bêtes modèles qui étaient en acier, qui valaient 3 fois le prix, qui partaient à 30-40 000 euros, ça n'avait aucun sens, tu vois. À fond, ouais. Et si tu t'y connais un peu dans l'horlogerie, tu sais très bien que tu as des valeurs de montres. Tu peux pas, par exemple, tu as des Patek aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont ultra limitées, mais la montre en elle-même ne vaut pas ce prix-là, tu vois. C'est juste, c'est clair, juste la hype qu'il y a autour. Et moi, désolé de te couper, mais genre, moi, j'avais un pote qui a acheté une Daito, tu vois, à 42K, quoi. Tu vois, vraiment au moment de la bulle, mais what the fuck, tu payes 4,2 fois plus le prix de ta montre, c'est abusé, quoi. Ouais, c'est hallucinant. Mais je pense quand même que ça reste un truc que tout le monde devrait regarder dès qu'il commence à gagner un peu d'argent. C'est pas question de pour se la péter ou quoi que ce soit, mais je trouve que déjà, moi je vois pas ça comme un investissement à les montres, je vois plus ça déjà comme un plaisir si t'aimes bien les belles choses, et surtout une sorte de réserve de valeur, parce que se dire que, comme on disait tout à l'heure, on diversifie un peu, t'as 3, 4, 5 montres à 10 000 euros chacune, t'as 50 000 euros en montre, tu vois. Évidemment, faut pas se les faire voler, mais je veux dire, c'est une réserve de valeur que tu peux en plus en profiter, et en plus ça peut t'apporter tellement de choses, parce que j'ai déjà remarqué, ça t'apporte une sorte de crédibilité vis-à-vis des gens, tu vois. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, et malheureusement, heureusement, je sais pas dire si c'est bien ou mal, mais la société dans laquelle on vit, on se base sur tes acquis, ce que tu as en matériel, tu vois. Et donc, quand tu vas rencontrer, par exemple, un client ou je sais pas moi, ou des amis, ou peu importe, et qui vont voir que tu as une belle montre, en un coup, tu montes dans leur estime, et genre, t'es beaucoup plus pris au sérieux, et c'est un truc, je sais pas expliquer, c'est la même chose avec les voitures, c'est la même chose, tu vois. Et du coup, c'est un truc, je trouve que c'est important de se rendre compte aussi dans le monde dans lequel tu vis aujourd'hui, et de se dire, voilà, si un jour tu as les moyens, et en plus, au niveau des montres, il y a pour tous les goûts et toutes les couleurs, si tu as les moyens d'acheter ça, vas-y, fais-toi plaisir. Tu vas voir, en plus, c'est kiffant. Dès que tu as ta première montre, tu commences à vraiment apprécier les belles choses. Et du coup, par rapport au marché aujourd'hui, je sais pas comment ça va évoluer, mais moi je pense que ça va toujours ça va aller dans le positif, et je pense que ça va les prix vont continuer à augmenter. Quand tu vois que chaque année les boutiques Rolex augmentent leur prix, je vois pas pourquoi ça s'écroulerait. Les gens commencent de plus en plus à comprendre que les montres, c'est un investissement quand même long terme, investissement, j'aime pas dire ce mot, mais et que c'est aussi un truc, comme je t'ai dit, une réserve de valeur, quoi. T'as 30 000 euros sur ton compte, ça change quoi que t'aies 10 000 euros dans une montre et 20 000 euros sur ton compte, tu vois. Et surtout que c'est un truc, comme je t'ai dit, ça peut t'apporter tellement de choses dans la vie. Les gens, les sujets de discussion avec les gens, le nombre de gens qui sont venus me parler, qui disaient ta montre est sympa, et moi je suis venu chez les gens, je fais j'aime bien ta montre, etc. Tu l'as acheté quand? Et puis ça part de là, tu vois. Et des fois tu te fais des amis grâce à ça. Et c'est vrai. Et coup, c'est vrai que moi j'ai fait quelques vidéos sur les montres et tout ça, et c'est vrai que je donne toujours les avantages des montres, mais j'ai jamais parlé de l'avantage de l'image que ça peut renvoyer, en fait. Mais c'est vrai que tu as totalement raison, et maintenant que j'y pense, c'est vrai. Mais quand tu vas, je sais pas, à un rendez-vous, que tu rencontres des nouvelles personnes, tu as une belle montre, direct, bam, les relations peuvent se faire plus vite avec certaines personnes qui sont dans le même délire que toi. Et je vais rebondir sur un autre truc aussi. Tu disais les montres, c'est quelque chose qui impressionne les gens, comme les voitures, etc. Enfin, tu vois, les gens vont directement te mettre plus haut dans une classe sociale. Et moi, bizarrement, tu vois, je sais pas comment ça fait, mais ça va plus m'impressionner de voir un gars là en face de moi au restaurant, tu vois, qui a une putain de Patek ou quoi au poignet, qu'un gars qui va sortir d'une Ferrari, tu vois. C'est bizarre, mais c'est plus subtil, en fait, tu vois. C'est genre le truc où, punaise, le mec, s'il a cette montre-là, c'est un truc de fou, quoi, tu vois. Une Ferrari, c'est un peu... Je veux dire que c'est mainstream, mais je sais pas, je le perçois différemment, quoi. Mais en fait, je vois très bien ce que tu veux dire, parce qu'en fait, Ferrari, je veux dire, c'est un peu tout le monde connaît, tu vois. Déjà, la niche des montres, les gens, le seul truc qu'ils connaissent, c'est Rolex. Déjà, ils connaissent Rolex. Tu parles à des gens, ils vont dire, t'as une Rolex. Ils savent même pas c'est quoi comme Rolex. Il y a plein de Rolex. Et en plus, si tu commences à parler des trucs comme Patek, Audemars Piguet, etc., c'est des niches dans la niche des montres. Et donc là, déjà, je te promets que si tu montres, t'as un mec avec une Patek qui arrive sur 100 personnes, je sais même pas si t'as une personne qui va reconnaître que c'est une Patek, tu vois. Et du coup, c'est vrai que moi aussi, dès que je vois quelqu'un qui a une Patek, je me dis, c'est quelqu'un qui a des bons goûts, qui s'y connaît, qui est cultivé sur le sujet. Je me dis plein de trucs, tu vois, alors que comme tu dis, sort d'une Lambo, d'une Ferrari ou autre, c'est impressionnant, mais c'est pas la même chose. C'est ça, C'est pas la même chose. C'est ça. Et pour parler du marché Rolex, en fait, Rolex avant, ils produisaient combien de montres par an encore? Je crois 1 million. C'était 1 million, et maintenant, je pense qu'ils vont passer à 2 ou 3.
quelque chose comme ça. Et donc les gens disent ouais, ils vont doubler ou tripler leur production, donc du coup les prix c'est sûr qu'ils vont baisser. Et moi je suis pas d'accord parce qu'en fait avant t'avais peut-être 1 million de nouveaux riches par an, tu vois. Sauf que maintenant avec les réseaux sociaux etc, les jeunes qui deviennent riches, mais t'en as 10 fois plus en fait qu'avant, 20 fois plus, tu vois. Je sais pas le chiffre exact, mais t'as beaucoup de jeunes qui deviennent vite riches avec de l'argent, et la plupart des jeunes, je veux dire, qui commencent à gagner de l'argent, pas tous bien sûr, mais il y en a quand même beaucoup qui directement, tu vois, avec les réseaux sociaux etc, qui voient des montres, moi aussi j'ai envie d'une belle montre en fait. Donc pour moi, Rolex qui augmente sa production, c'est parce qu'ils s'adaptent justement à leur marché, qui veut de plus en plus de montres aussi, mais c'est pas eux qui se disent ok, on a le même nombre d'acheteurs et on va augmenter la production pour faire baisser les prix. Non, il y a de plus en plus d'acheteurs, donc ils sont obligés d'augmenter la production, et donc pour moi les prix vont pas baisser, ça va continuer comme tu le dis à fluctuer en vague, et c'est normal, le marché c'est comme ça n'existe pas un marché qui fait ça pendant 100 ans, tu vois, c'est obligé que ça fasse ça, mais sur le long terme ce sera toujours intéressant, quoi, tu vois. Mais surtout que pour rebondir à ce que tu dis, sur ce que tu dis, les réseaux sociaux, ça fait que amplifier la chose, tu vois. Les réseaux sociaux, c'est carrément, enfin, c'est vraiment les boutiques de toutes ces montres, parce que c'est genre les vitrines, et les réseaux sociaux, ça fait que. Ils n'ont pas besoin de faire de publicité, en fait. Ouais, mais c'est ça. Et les réseaux sociaux, ça fait que grossir de plus en plus les dernières années, donc. Ouais, et du coup, moi, question que je te pose, là, ça divise beaucoup les avis. Si par exemple demain, je sais pas, tu as envie de t'acheter, on va dire, une Daytona, tu vois, par exemple de 2022, tu vois, dernier cri, etc. Peu importe la couleur, on s'en fout. Tu as envie de l'acheter, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux absolument l'avoir en boutique, ou bien si tu as le cash pour la prendre, tu l'achètes sur le marché gris pour l'avoir tout de suite? Admettons, c'est vraiment la montre que tu kiffes absolument, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'achètes sur le marché gris ou en boutique? Ben, ça, c'est une question assez compliquée, mais je t'avoue que ça dépend aussi de ta situation financière, parce que, imaginons, tu te dis, ok, je me fixe un tel objectif, et à cet objectif-là, je me fais plaisir. Mais tu veux la montre à ce moment-là. Et c'est pour ça, je pense que le marché gris, ça marche aussi bien. C'est parce que les gens, ils veulent la montre maintenant. Tu veux pas attendre 3 ans avant d'avoir ta montre. Ben moi, j'achèterais sur le marché gris. Mais par contre, si tu te dis, ok, j'aimerais vraiment cette montre, mais j'aimerais aussi avoir une relation un peu plus long terme avec les AD, donc les revendeurs officiels, pour par la suite acheter plus de montres et me faire une belle collection, et à des prix corrects et les vrais prix de boutique, bah alors j'attendrai et je prendrai sur moi, tu vois, et j'achèterai peut-être un truc un peu moins bien, pour par la suite avoir cette relation avec le dealer de montres, et l'acheter. Donc je pense que ça dépend un peu de ce que toi tu veux, ce que tu recherches, et aussi ça dépend de comment tu vois la chose. Si par exemple toi tu es du genre à vouloir vraiment juste 1 ou 2 montres et que tu les veux juste maintenant, et qu'en plus ça va te saouler après 6 mois, et que tu as envie d'une nouvelle et que tu as envie de pouvoir l'acheter, la vendre rapidement, ben fais marché gris, ça change rien, tu vois. Mais si tu es envie de quelqu'un qui pense un peu plus long terme, et que tu as envie justement d'avoir une belle collection, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Après, c'est pas évident de rentrer dans un magasin Rolex et de dire voilà, j'aimerais construire une relation avec vous. Mais il faut, je sais pas, il faut bien parler. Il faut leur montrer que tu es honnête aussi. Je pense que c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent des gens qui vont se dire bah moi mon but c'est pas de la vendre. Tu vois, moi je me rappelle qu'on a été acheter la montre de Martin au Portugal. On est rentré dans le magasin et on a parlé pendant 2 heures. Moi j'avais déjà ma montre, et lui, enfin il a parlé, et au final le mec le lendemain il est venu avec une Submariner or et acier. Il a dit ouais, si tu veux je peux te la vendre, alors qu'elle était pas en boutique, mais parce qu'on avait parlé pendant 2 heures, on avait sympathisé, et il l'avait acheté au prix boutique, tu vois. Et du coup ça, si t'arrives à être honnête au final, ben les gens ils vont le voir, et c'est que ça a marché pour toi, quoi. Et toi en toute honnêteté, ta montre, tu l'as acheté en boutique ou marché gris? Je l'ai acheté marché gris. Marché gris, ouais. Parce que moi c'était la première situation que je t'expliquais. Moi c'était je me suis dit ok, dès que j'ai 100 000 € sur mon compte, je m'achète ma première montre. Et dès que je l'ai eu, je la voulais trop, parce que vraiment c'était la montre que je voulais, et j'avais regardé justement pour acheter une autre en boutique, un truc un peu moins bien, mais je me suis dit à quoi ça sert d'acheter une montre où genre t'as pas trop envie de cette montre, et tu vas quand même avoir envie de l'autre, et au final tu vas juste être frustré, tu vois. Et je me dis bon, je préfère acheter celle-là, mettre un peu plus, mais au moins j'ai la montre que je veux. Et voilà, quoi. Et puis marché gris, voilà, je veux dire les prix se maintiennent. Bon, il y a eu la bulle qui a éclaté, mais je veux dire marché gris sur 10 ans, je pense que t'es pas perdant non plus, quoi, tu vois. Après, c'est clair qu'acheter en boutique, il y a rien de mieux, quoi, tu vois. Surtout pour toi et moi on veut faire vraiment du patrimoine de montres. Le but, c'est pas de l'acheter et revendre, c'est pas notre business. Nous, c'est vraiment parce que les montres nous font kiffer, et qu'on aime bien se dire un matin, j'ai envie de changer, je vais mettre une autre montre, etc. Mais c'est vrai que quand tu veux une montre très vite, comme moi, tu vois ici, par exemple, c'est Noël, il y a des montres qui me font kiffer, et j'hésite, tu vois, je me dis, est-ce que je vais l'acheter sur le marché gris ou pas? Et pourtant, je me suis dit,
depuis la dernière montre que j'ai achetée, la dernière que j'ai achetée, c'est il y a 1 an, j'en ai acheté beaucoup en l'espace de 6 mois, tu vois. La dernière que j'ai achetée, je l'ai achetée en boutique et je me suis dit, plus jamais j'achèterai une montre sur le marché gris, tu vois. Donc c'est difficile parce que tu te dis, je me sens un peu frustré où je me dis, j'ai envie de l'avoir, mais je vais attendre de l'avoir en boutique, tu vois. Je m'étais fait la promesse justement de plus acheter sur le marché gris parce que je me sentais lésé, mais d'un autre côté, pas tant que ça finalement. Je sais pas si je dis ça pour me rassurer, mais pas tant que ça parce que finalement, c'est pas parce que tu achètes sur le marché gris que le lendemain, elle vaut la moitié du prix, elle garde sa même valeur et comme tu dis, c'est une réserve de valeur comme tu disais, quoi. Écoute, merci en tout cas encore une fois d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Moi, c'est ce que je fais avec tous les invités dans mon podcast. C'est moi qui commence le podcast, mais c'est mes invités qui le terminent. Okay. Donc, je te mets un petit peu la pression. Je sais pas si tu as une citation à dire, un message ou un dernier mot à dire pour tous ceux qui nous regardent, quelque chose qui peut les motiver ou un déclic que tu as eu, peu importe ce que tu veux dire. Je te laisse terminer et ensuite le podcast se coupera, quoi. Mais moi, honnêtement, j'ai un truc à dire aux gens qui nous regardent, c'est arrêtez de trop réfléchir et lancez-vous. Parce qu'il y a tellement de gens que je connaisse qui passent trop de temps à réfléchir et au final, ils se lancent jamais. Et du coup, arrêtez de penser à tous les problèmes que vous allez avoir, juste lancez-vous et vous verrez bien, tu vois. Du coup, moi, si c'est vraiment un conseil que je peux donner, ce serait ça.